Bonjour à tous, enfin bonsoir. Je suis ravie d'être là pour vous faire part d'une partie de mes recherches, en fait, pourrait-on dire. Bien évidemment, je vais vous parler du selfie et vous expliquer en quoi est-ce que le selfie est une entrée en matière pour pouvoir peut-être décoder et penser notre contemporain. Donc je vais vous faire part ce soir d'un certain regard, peut-être d'une manière d'appréhender l'époque contemporaine. Vous verrez que j'aimerais l'appeler hyper moderne et puis parfois aussi peut-être cybermoderne, on en dira quelque chose tout à l'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux choses. En fait, je pense qu'on ne fait pas des tests par plaisir et tout ça. En l'occurrence, ça correspond à 3 mouvements de ma pensée, dont aujourd'hui vous allez avoir le dernier acte, entre guillemets. J'ai fait une thèse de philosophie sur ce qu'on pourra appeler l'émergence du sujet de la conscience, une thèse de psychanalyse sur le sujet de l'inconscient, et une thèse d'habilitation, donc 3e tome, sur ce que j'ai appelé le sujet du virtuel, dont ce soir vous aurez une petite présentation. Et il faut savoir que les 3 volumes de ces 3 thèses vont être publiés là en 2020. Donc c'est un gros travail que je termine en ce moment et qui m'engage beaucoup. Donc je suis très habitée par ça. Donc ce soir, je vous présenterai en tout cas une partie de ces recherches, à savoir la question du sujet du virtuel, dont le selfie est l'emblème. Deuxième chose, comment j'en suis venue à parler de la question du selfie ? Ça m'est pas venu pour une philosophe, a priori, une psy, c'est pas le sujet le plus évident. Surtout qu'à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2015, ça n'avait pas encore la résonance qu'on peut connaître aujourd'hui. Il s'est avéré qu'un soir, je me suis retrouvée dans une soirée avec un de mes amis philosophes qui s'amusait à un jeu de philosophes qui ne sont pas très drôles d'ailleurs, je vous l'accorde. Il pose la question à chacun de savoir quel peut être son moment de folie dans la vie. Alors comme je suis psy, avant de répondre, je réfléchis 2 minutes. J'ai pas le temps de répondre, qu'il me lance. Il n'y a rien qu'à voir ta page Facebook. Je sais ce que c'est ton moment de folie, ce sont les selfies. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? J'entends bien qu'il me titille. La problématique qui était visée, c'était évidemment la question du narcissisme. Et en règle générale, on associe la problématique des selfies à la problématique du narcissisme. Donc effectivement, je lui ai répondu en 250 pages. Donc attention à vos questions tout à l'heure, j'ai la plume facile. Le selfie. Je vais, en guise d'illustration, puisque c'est difficile de parler de quelque chose tant qu'on ne peut pas tellement le voir, je vais essayer de vous démontrer que la question du narcissisme est très secondaire, enfin on ira un petit peu plus loin. Vous expliquer aussi que je vais étendre un peu mon sujet du jour. À la suite du livre sur le selfie, j'ai écrit Les psychopathologies de la vie hypermoderne, donc tous les symptômes qui pourraient émaner d'une époque contemporaine, dont finalement peut-être que le selfie sera une des émanations ou pas à voir, on le verra tout à l'heure. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et vous montrer quelques exemples, vous dire que le selfie, c'est un terme qui est né presque par hasard sur un forum australien qui date de 2002, donc qui contracte le terme anglais self qui veut dire soi, mais qui veut dire aussi étant seul, ce que j'aime beaucoup, rappeler ce rapport à la solitude qu'on peut avoir avec ce que j'appelle des objets écrans, smartphone, tablette, ordinateur. Donc le rapport à soi-même, le rapport à la solitude et le petit suffixe affectueux qu'on retrouve dans Sweetie, par exemple, IE, qui rappelle donc effectivement que le selfie, c'est se prendre soi-même en photo et la poster à destination de la virtualité. Donc quand vous voyez des images de gens qui se prennent eux-mêmes en photo avec un appareil, un vieux Kodak ou un Polar, c'est pas un selfie. Le selfie n'existe que parce qu'il y a la virtualité et n'existe que quand il est à destination d'une publication dans le monde de la virtualité. Ça peut être un SMS, ça peut être évidemment les réseaux sociaux, on va le voir tout à l'heure. Donc c'est ça la définition d'un selfie. Il faut savoir que se prendre soi-même en photo, je parlais des Polaroids dans les années 70-80, même un peu plus tard, les Polaroids avaient comme un petit miroir, donc qui permettait justement de se prendre en photo. Sauf qu'évidemment, on n'était pas encore du tout dans le registre du selfie. Alors pour commencer, quelques images. Bip bip, ça marche pas. Il y a quelqu'un dans la salle pour m'aider ? Pour une fois que je fais un PowerPoint, j'en fais jamais. C'est la première fois, je crois, en 10 ans que je fais un PowerPoint. Ah, ça y est. Mais en fait, d'accord, il faut juste appuyer. On peut pas faire machine arrière ? Si. Non, on peut faire que machine avant. Vous pouvez me remettre la page d'avant ? Bon, bref, je vais donc arriver au premier selfie qui, vous verrez... Encore, stop. Ben, pourquoi pas, vous êtes bien. J'ai toujours eu besoin d'un assistant. Donc vous avez un selfie qui est très... Allez, quand je suis allée, c'est la première question que m'avait posée Raphaël Enthoven. On a fait une émission, il y a eu beaucoup d'émissions sur le selfie.
La première question qu'on m'a posée, c'est évidemment le selfie sur la Tour Eiffel, qui est un grand classique du genre. On peut appeler ça des selfies touristiques. Alors la question qu'on pourra poser et sur laquelle on pourra s'attarder, qu'est-ce qui fait que finalement, quand je fais une photo comme celle-ci, qu'est-ce qui fait qu'elle a un registre particulier? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas seulement la Tour Eiffel? Pourquoi est-ce que s'associer à côté de la Tour Eiffel dit quelque chose? Non, attends, j'en ai besoin. Ouais, non, attends, vous... Voilà, j'ai compris comment ça marche. Vous voyez, là, vous avez Hillary Clinton. J'adore ce selfie aussi. Ça, c'est un selfie qu'on commentera tout à l'heure. Donc, c'est un selfie qui a eu beaucoup de résonance. Puisque vous avez Hillary, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez Hillary Clinton qui salue la foule. Donc, tout le monde est de dos, en fait, et en train de prendre un selfie avec elle. Donc, c'est assez génial. Parce que finalement, elle salue des dos. Donc, on est dans une situation complètement ubuesque. Donc, on verra évidemment qu'il s'agit d'une mise en scène. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait l'écho avec la Tour Eiffel, qu'est-ce qui se joue autour de ça? C'est la question de la célébrité. Donc en fait, quand je prends une photo avec la Tour Eiffel, je m'associe à quelque chose qui est de l'ordre d'un monument. On peut parler d'un monument historique, comme dans le cas d'Hillary Clinton, un monument politique, entre guillemets, c'est-à-dire que je m'associe à la même célébrité. Bon, là, je vous ai mis juste un petit patchwork de selfies très différents. Là, vous avez en haut, à gauche, une bande de potes, en fait, tout simplement, parce qu'un selfie, on verra aussi que c'est juste ça. C'est-à-dire acter d'un moment heureux, quelque chose de léger, quelque chose de... C'est saisir l'instant. Roland Barthes parlait à propos de la photo du punctum. J'aime beaucoup cette idée, quand l'idée, elle pointe, quand on arrive à saisir la captation de l'instant. Là, c'est capter un moment joyeux. Ça va pas plus loin. Vous avez en dessous un autre type de selfie, alors là, qui est très répandu. Merci la jeunesse d'être dans la salle. Vous pourrez témoigner tout à l'heure, vous êtes un peu grand déjà. Mais effectivement, les filtres Snapchat ont beaucoup de succès. Et vous verrez que quand l'idée n'est pas forcément toujours de s'embellir. Vraiment, là, vous avez à droite peut-être quelque chose qui embellit un peu, mais en tout cas, au milieu et à gauche, vous n'avez pas des portraits qui sont très flatteurs. Donc quelque chose aussi de l'autodérision, se moquer. On est toujours dans le registre du ludique. Alors, je parlais de célébrité. Vous avez donc là 3 selfies. J'aurais pu prendre, je ne sais pas si j'ai pris celui avec le pape après. Donc vous avez la reine d'Angleterre qui se retrouve dans plusieurs selfies. Vous avez ce selfie en haut à gauche qui a longtemps été commenté puisque c'est le selfie de Barack Obama. Alors il est très intéressant ce selfie-là, puisque figurez-vous que Barack Obama, qui est quand même docteur ESCOM, qui n'a jamais fait une erreur, qui vraiment n'a pas fait un pas de côté, le jour des funérailles de Mandela est en train de se fendre la poire et de prendre un selfie. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui fait qu'il a complètement déraillé? Il est passé à côté et puis franchement, dans un moment aussi sérieux, aussi dramatique, il se met à rigoler avec un ministre de je ne sais plus quel pays, de Suède, enfin bref, ou du Danemark, et d'Europe du Nord. Et il y a eu donc ce moment d'équivoque. Là, de la même manière, celui d'Hillary Clinton. Alors, celui d'Hillary Clinton, moment de com', qui a été largement commenté aussi, mais qui quand même traduit quelque chose de notre société contemporaine, qui est toujours en rapport avec la célébrité, avec le fait de pouvoir s'associer à ce que j'appelle un monument, à savoir un monument en pierre, comme un monument de la notoriété. Alors là... Vous avez le selfie, d'ailleurs Emmanuel Macron devait prendre des cours de selfie parce qu'il n'est pas très bien. Voilà, je pense qu'il peut mieux faire. Donc ça c'est quand il est rentré à l'Élysée avec son équipe. Il n'en a plus fait par la suite, j'en ai pas vu circuler en tout cas. Mais ça a été un moment important puisqu'évidemment le selfie est aussi un acte de communication qui est fondamental. Le pape, qui, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ce selfie qui a été fait donc dans l'espace, qui est devenu très célèbre. Et ça, c'est intéressant parce qu'à nouveau, on essaye de capter quelque chose, une émotion, un contexte, quelque chose d'exceptionnel. Et on verra que la question du show et peut-être de la démesure aussi va être une question dans le rapport à l'image. Alors, à chaque fois qu'on pose la question, des journalistes me posent la question, quel est le selfie? Alors pour moi, il y en a un de selfie emblématique. Un vraiment majeur, c'est celui-là. Donc vous le connaissez, il est incontournable. C'est le selfie qui a été fait aux Oscars en 2014. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce que ce selfie est tellement important? Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le contexte de cette situation. On est donc Hélène de Générès qui se retrouve donc meneuse de cérémonie aux Oscars, de manière très cool. Elle déambule, là, comme je dirais, déambule dans les gradins, etc. Puis elle s'interrompt. Et elle s'associe à une bande de potes. En l'occurrence, c'est quand même les plus gros blockbusters du cinéma hollywoodien. Vous avez Brad Pitt. Pardon. Attendez, je reviens. Oh là là. Voilà, vous avez une quantité de gens qui sont bankable comme c'est pas possible. Et là,
dans le mouvement d'une spontanéité, faisons un selfie, à savoir ce qu'il y a de plus cool au monde, passons pour des gens communs. Vous avez vu quand même qu'il y a sur la photo. Donc passons pour le commun des mortels et soyons des gens cool et parfaitement accessibles. Et puis effectivement, ce selfie va faire le tour de la planète. Il va être relayé, d'ailleurs c'est inégalé. Hein. Et alors la force aussi de cette photo-là, de ce cliché, c'est, je crois que c'est Samsung qui avait mis en place cette opération, qui était une opération de com pour un rapport énorme pour 0 investissement, le prix d'un téléphone, quoi, en clair. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça a pu avoir. Donc c'est certainement le selfie qui a le plus rapporté de l'histoire du selfie. Donc, parce qu'effectivement, évidemment, le selfie, c'est aussi une question d'argent, vous vous en doutez. Alors, en parlant de question d'argent, voilà une qui n'a existé que pour ça. Donc, son grand fait d'armes, c'est d'avoir un popotin surdimensionné, ça tout le monde le sait. Et tout le monde le sait grâce à toi, grâce à quoi? Notamment grâce à ses selfies. Elle a écrit un livre qui ne s'est pas du tout vendu, qui s'appelle Selfish. C'est la grande référence, la grande bibliographie du selfie. Et donc, c'est Kim Kardashian. Et elle a fait donc toute sa... Elle n'existe qu'à travers la télé-réalité, donc la monstration de soi. Et donc, à l'occurrence, la monstration, l'importance des selfies. Elle n'existe qu'à travers ça. C'est vraiment l'archétype. Petite parenthèse, il faut savoir que il y a quelque temps, je sais plus, je crois que c'était sur Canal+, j'intervenais sur un sujet de cette nature, les jeunes filles, la chirurgie esthétique. Il faut savoir que ce genre de choses, et puis tout ce qui peut tourner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., peut avoir extrêmement d'importance, notamment pour les jeunes filles qui cherchent à ressembler à leur modèle, quitte à vraiment se transformer au sens littéral. On n'est pas là dans l'histoire d'un avatar, on est vraiment là dans un passage à l'acte pour ressembler à leurs idoles, donc Kim Kardashian fait partie d'ailleurs. Donc ça peut avoir un impact dans le réel, c'est pas juste une manière de se moquer ou d'être hyper narcissique ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un véritable impact en tout cas sur les jeunes. Alors, de manière beaucoup plus sérieuse, moins ludique, moins intéressée, moins marchande, pourrait-on dire, d'autres types de selfies. Il y a beaucoup de selfies qui ont eu une importance, presque un acte politique. Vous avez ici, donc, lors d'une manifestation, il y en a eu plusieurs, j'en ai pas trouvé d'autres, mais il y a quelque temps, en Belgique, il y avait eu aussi une jeune fille qui s'était mise contre des CRS et avait vraiment fait ce selfie qui avait été partagé. Vous avez en haut cet artiste sur lequel je reviendrai, puisqu'évidemment, je m'attarderai sur la question du selfie et de l'art. C'est Ai Weiwei. Donc lui, c'est un artiste qui, là, cette photo en haut à droite a été largement relayée, elle a eu une importance considérable, elle est affichée dans un musée aujourd'hui. Et cette photo, en fait, c'est le moment de son arrestation. Donc il a été très largement censuré. Je reviens de Shanghai, hein, là, et il s'avère que j'ai une carte de presse aussi, puisque je suis critique depuis 15 ans pour Psychologie Magazine, critique de livres, c'est juste ça. J'ai une carte de presse et j'ai été complètement... c'est très simple, toutes les personnes qui se connectaient, essayaient de se connecter à mon réseau étaient déconnectées. Donc j'ai été extrêmement suivie en Chine, ça a été très compliqué. Donc j'ai eu vraiment une expérience de la censure, modestement. Mais oui, en tout cas, l'a fait par le biais d'un selfie et ça a été relayé maintes fois. Et c'est l'expression, en tout cas, d'une défense de la liberté, d'une défense d'expression. Alors ensuite, vous avez d'autres types de représentations. Donc c'est un artiste, hein, on verra tout à l'heure quelques-unes de ses œuvres, notamment par le biais de selfies. C'est une photo que j'ai aussi commentée à l'époque, quand elle est sortie. Ça, c'est en Syrie. C'est un jeune adolescent. On m'avait posé, c'est France Info qui m'avait demandé si, finalement, ce que ça valait. Alors, j'ai une peine à donner un jugement là-dessus. Hein. Simplement, je vous le présente. Ce que peut valoir un jeune adolescent qui décide de faire des selfies en plein état de guerre pour prôner la paix. Alors, la question qu'on peut poser, elle est double. Est-ce qu'il fait ça pour une autopromotion ? Pour exister, parce que cette photo va être relayée évidemment, donc il va avoir une existence médiatique, ou alors est-ce qu'il fait ça réellement pour une cause? Comment démêler le véritable enjeu, la véritable intention? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le selfie, c'est un outil de communication très fort et très puissant. Alors celui-là, donc je vous laisserai juger de l'absurdité de l'époque contemporaine, permettez un jugement personnel parfois, puisque là on a affaire à un singe dans la jungle qui se trouve devant un appareil photo qui se prend un selfie. Ben alors, avec quelle conscience? Mais aujourd'hui, cette photo est exposée dans un musée et alors elle est mise en vente. Je me demande bien à qui peuvent valoir les droits. Enfin bon, bref, voilà. Donc vous avez un singe qui se prend lui-même en photo. Ça va jusqu'à là aussi, les selfies. Bon, sans commentaire. Et alors là, c'est encore, on touche peut-être les limites de l'ubuesque, voire du décent. Donc vous avez une prise d'otage dans un appareil, je crois que c'était un appareil algérien de mémoire. Et en fait, le preneur d'otage qui est là, donc dans un avion, hein, insiste pour avoir une photo avec son otage. Et donc, il force son otage à sourire, comme vous voyez, il est très, très à l'aise.
Donc on est dans ce rapport-là quand même, dans le rapport à l'image. Il y a de manière beaucoup plus sur Pinterest, donc un site avant Vidéo Live de Facebook, on avait eu il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, une prise d'otage aussi en direct, donc filmée en direct. Voilà, on est dans les... Oh, ça va trop vite ce truc. Je crois que je fais des bêtises là. Voilà. On est dans un contexte où l'image a pris un pouvoir impressionnant et on va voir aujourd'hui que, effectivement, un des enjeux, ça va être ce qu'on peut appeler une société de l'image, dans un contexte de puissance écranique, c'est-à-dire où les écrans sont partout et de toutes parts, et vous verrez finalement les conséquences que ça peut avoir. Donc déjà, première des choses, ne pas limiter le selfie à quelque chose, une représentation de soi narcissique, ça sera enfermer le problème, et vous voyez qu'il a une ampleur qui est très large, donc on peut aller du registre... alors je ne vous ai pas parlé du registre érotique, mais on va l'aborder aussi, ça va de soi. Donc on peut aller d'une représentation de la joie à la tristesse en parlant d'une défense d'enjeux politiques de conviction ou de manipulation, voire avec des intérêts économiques très importants. Donc voilà, encore un petit exemple de mémoire pour la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, mais à l'époque, j'avais dénoncé dans le livre, je trouvais que c'était complètement cynique. L'État avait proposé en fait de mettre un drapeau sur les fenêtres de nos appartements, en tout cas, et de prendre une photo et de publier, donc de prendre un selfie avec ce drapeau et de publier ça sur le site du ministère. Voilà, je trouvais que c'était complètement indécent, mais ça c'est un jugement personnel, mais pour vous montrer aussi qu'effectivement le selfie est peut-être un acte de revendication. En tout cas, on peut dire beaucoup de choses à travers un selfie. Alors, je vais vous proposer plusieurs formes de révolution. Pourquoi ? Parce que pour qu'un selfie puisse exister, il a fallu que la technique soit rendue possible. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en liminaire, le selfie n'a pu exister que quand a pu se développer ce qu'on appelle les smartphones maintenant, mais en tout cas ce que j'appelle des objets écrans, c'est-à-dire ordinateur, tablette ou téléphone portable. Le selfie n'a pu exister qu'à la condition que se développe une certaine technique. Et on nous annonce, ça fait déjà quelques temps que ça a été posé, cette rupture majeure qui permet en tout cas l'avènement de ce nouvel ethos, de ce nouveau comportement, qui est quand même pas si évident que ça, parce que se prendre soi-même en photo et poster ses photos de manière régulière, ça paraît aujourd'hui quelque chose de commun, mais finalement on met ça il y a 30 ans en arrière, les gens nous prendraient peut-être pour des fous. D'ailleurs, petite parenthèse encore, à l'époque, je me souviens quand j'avais fait le petit journal avec Yann Barthès sur ce sujet-là, j'avais été étonnée d'ailleurs qu'ils aient autant travaillé le sujet, mais il faut dire qu'il y avait matière à dire. Il avait fait un reportage, c'était à Bercy, à Paris, avant un concert, donc il y avait beaucoup de jeunes, et il posait la question de savoir combien de selfies vous faites par jour, à votre avis, combien ont pu répondre ces jeunes-là? 170? Alors ça ne veut pas dire qu'ils postent 170, ça veut dire qu'ils font 170 selfies. C'est juste pour vous dire que c'est pas juste anodin. Voilà. Donc on est dans un... Oh je touche plus. On est vraiment dans un nouveau comportement. Qu'est-ce qui permet d'expliquer, de justifier ce type de comportement? Donc cette rupture majeure. Première des choses, l'avènement de la virtualité et l'usage qu'on peut en faire, finalement, nous rappelle qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Je suis, à proprement parler, le diffuseur, le producteur, le journaliste, directement. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Vous vous souvenez d'Irma, cette jeune fille qui avait posté sur YouTube certaines de ses musiques, puis après elle fait ça le comble dans des salles de concert. Mais Google en fait sa publicité. Donc effectivement, aujourd'hui, tout est possible. La technique rend les choses accessibles, facile. D'ailleurs, pour dire les choses très simplement, c'est pas la peine de faire une grande métaphysique du selfie pour se rendre compte que se prendre soi-même en photo, la première des choses, c'est juste que, passons des choses les plus concrètes, non seulement l'appareil rend les choses possibles, et je vous passe les détails d'investissement des grands opérateurs, comme des grands, comment on appelle ça, pas constructeurs, ceux qui font les téléphones, fabricants de téléphones, bon, Sony par exemple, qui ont investi des quantités d'argent incroyables, notamment pour développer la caméra arrière. Donc on a effectivement, la caméra dorsale, on a effectivement de grands investissements qui ont été faits. La première des choses, c'est que l'appareil rend les choses possibles. Deuxième des choses, il faut être logique, quand on avait un Kodak à 90 francs, vous vous en souvenez ? Ben, on allait sous la tour Eiffel, on pouvait demander à n'importe qui de nous prendre en photo. Au pire, si on faisait chourer son Kodak, c'était pas très grave. Vous avez des portables qui valent presque 2000 €.
on n'a pas forcément envie de le donner à n'importe qui pour qu'il prenne une photo. Donc il y a des choses comme ça qui sont juste de l'ordre du bon sens, de la logique des choses. Donc effectivement, la première des choses, c'est que la technique rend les choses possibles. Donc effectivement, par ce biais-là, le fait que tout devienne si accessible, facile, aisé, soit multipliable à merci, finalement, ça ouvre le champ d'une créativité. L'effacement de la frontière entre le réel et le virtuel, bien sûr, ça c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'accentuer. De plus en plus, la limite, on pourrait même parler de floutage entre le réel et le virtuel. On va rentrer dans la société du flou, où finalement la limite entre les deux va devenir de plus en plus poreuse. On va plus la saisir. Les réseaux sociaux ont le pouvoir, ça c'est indéniable. Un pouvoir commercial, un pouvoir de communication, un pouvoir d'influence. Je viens de finir là, un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle l'éthique de la sincérité, comment survivre dans la société du mensonge, où je parle du deepfake. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le deepfake, mais c'est assez extraordinaire. Je n'ai pas pensé à vous mettre une vidéo ici. Mais en fait, petite parenthèse, le deepfake c'est quoi? Donc là, c'est vraiment la limite entre le réel et le virtuel qui s'estompe complètement. Donc là, je vais vous donner juste une illustration. Hein. Vous allez basculer dans un autre monde. Ça fait peur quand même quand on y pense. Le deepfake, c'est que, en fait, donc, vous avez plusieurs photos de vous qui sont sur les réseaux sociaux. Il suffit d'en prendre quelques-unes et grâce à un logiciel qui s'appelle FaceApp et qui est accessible à tout le monde et qui est évidemment gratuit, vous pouvez transformer ce visage pour en faire quelqu'un ou quelque chose d'autre. Alors ça, c'est une chose sur les photos, mais ça se fait sur les vidéos. Et en fait, aujourd'hui, on a tellement développé la forme et la voix qu'on ne peut plus faire la différence entre ce que la personne dit, si c'est vrai ou si c'est faux. On n'a plus les moyens de pouvoir juger. Alors quand vous faites parler, quand vous faites dire n'importe quoi à Barack Obama, on connaît assez Barack Obama pour savoir qu'il dit des conneries. Mais quand c'est votre voisin, quand c'est votre collègue, quand c'est votre supérieur hiérarchique, quand c'est on peut imaginer dans des élections présidentielles ou municipales, encore mieux, quand on veut faire du mal, quand on veut faire du tort, quand on veut détruire une réputation, il suffit de faire un deepfake. Il n'est pas possible de détecter, de savoir si la personne dit vrai ou pas. Comment vous voulez vérifier? Et quand bien même elle s'insurgerait et voudrait défendre sa bonne foi, sur quoi pourrait-elle s'appuyer autrement que sur sa parole? Or, peu importe finalement le critère de vérité, le mal aurait été fait. L'image aurait déjà donné la réputation. Ce qui compte, c'est plus le rapport à la vérité, c'est la trace qu'on peut en garder. Donc vous imaginez? Et comment détecter? Quand on n'est pas écrit, on peut encore faire un travail de, presque j'allais dire de chercheur, de vérification, soit par l'esprit critique, soit en allant faire des recherches de vérification. Mais quand c'est une vidéo, une parole, une opinion, comment vous voulez aller vérifier? C'est foutu, le mal est fait. Bonjour les suicides. Bon bref, ça, le problème, c'est qu'à moins de créer un logiciel qui puisse détecter les vidéos vraies et d'autres trafiquées, on n'a pas le moyen de voir. Donc je ne vous dis pas le mal que ça peut faire. La tension entre le réel et le virtuel en train de s'estomper, c'est pas du tout une illusion. Hein. Et donc ça, c'est déjà en activité. Hein. Donc il faut savoir que Facebook a refusé les deepfakes. Il a dit qu'il ne voulait pas être l'arbitre de la vérité. Mais il y en a d'autres comme YouTube qui acceptent. Donc voilà, petite parenthèse. Donc les réseaux sociaux ont le pouvoir, vous comprenez pourquoi, vous savez que ça peut influencer toute une opinion, enfin c'est le problème des fakes, hein, vous connaissez ça très bien. La société de la transparence, alors ça je ne vais pas m'attarder parce que c'est un de mes grands sujets, en tout cas l'illusion de la transparence, c'est-à-dire j'appellerais ça plutôt une société de la monstration, comme si ce que je montre serait la vérité, vous voyez, alors qu'effectivement on peut tout dire, tout montrer sans que ce soit forcément juste. Mais en tout cas, on est dans ce critère de la monstration. Alors la géolocalisation, vérifier où sont les gens, ainsi de suite. Nécessairement, cela implique qu'on piste. On peut savoir telle personne était connectée à telle heure, telle personne est en ligne, donc elle n'est pas à son boulot, ainsi de suite. Donc effectivement, société de la transparence. D'une transparence illusoire, plutôt une société de la surveillance, pourrait-on dire, en tout cas. Ou en tout cas, mais ça c'est une chose aussi importante, où peut-être que le secret n'a plus sa place. Dans ce contexte-là, on pourrait presque parler d'un contexte de démasquage, où on enlève les masques. On pourrait presque avoir envie de remettre les masques, au moins celui de la pudeur en tout cas, enfin, c'est un autre problème. L'importance du sans-fil, vous avez vu que ça c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, hein. Pas besoin de donner d'exemples, ou aussi le développement de nouveaux matériaux pour aller encore plus vite. Évidemment, ça c'est la course au temps, hein, est un enjeu majeur. Et puis évidemment, les robots vont avoir de plus en plus de place et d'impact dans notre société quotidienne. Donc ça, ce sont les ruptures auxquelles on a affaire et qui finalement expliquent l'avènement du selfie dans cette forme de nouveaux comportements. Alors, toujours dans la société contemporaine,
dans la société contemporaine, dans cet avènement technologique, pour essayer de comprendre comment on en vient à cette problématique de l'image. Quand j'ai écrit ce livre, qui est quand même paru en 2016, il date un peu maintenant, j'étais très curieuse de pouvoir citer un exemple. Il existe le musée du selfie, à Manille. Alors je me suis dit, tiens donc, à quoi ça peut bien ressembler un musée du selfie? Je trouvais ça un peu suspect, vous voyez. Donc je me suis renseignée auprès de journaux, que je trouvais d'articles sur le sujet. Et puis alors, le hasard a voulu que je suis partie à Manille au mois de mai. Et évidemment, je suis allée pour une conférence, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée tester moi-même le musée du selfie. Je suis allée interviewer la personne qui s'en occupe, ainsi de suite. Donc vous me voyez sur les photos, parce que j'ai voulu vraiment, c'est des photos de moi, hein, donc il n'y a pas de souci. J'ai vraiment voulu savoir ce qui se jouait là-bas. Alors c'est très impressionnant, hein. C'est le royaume de l'illusion, de l'inesthétique. C'est-à-dire, si vous voulez aller dans un musée où vous êtes sûr d'avoir zéro émotion esthétique, c'est là qu'il faut aller. C'est, pourrait-on dire, de l'anti-art. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, mais je vous explique. Vous êtes dans un contexte où vous avez que des tableaux grossièrement représentés qu'en trompe-l'œil. Et en fait, tout est fait pour donner l'illusion que vous puissiez... Et alors, le seul geste esthétique intéressant, c'est que vous, finalement, c'est vous qui terminez le tableau, vous, le moi, toujours au centre, c'est vous qui terminez le tableau puisque vous rentrez dans l'œuvre. Vous voyez, ce pinceau, en fait, il est dessiné sur la Joconde. Là, c'est moi qui prends la photo de la jeune fille en train de prendre une photo, donc c'est que du trompe-l'œil. Donc vous voyez, c'est que de l'illusion. Mais alors c'est moche, c'est d'un kitsch, c'est d'un grossier. Donc vous voyez, là encore en train de prendre un requin. Là, j'ai comme si je tenais une glace à la main, alors que c'est fait seulement pour être dans l'illusion la plus complète et la plus totale. Donc à la suite de ça, je vais aborder maintenant le deuxième point, qui est ce qu'on pourrait appeler une révolution humaine. Et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu effectivement, qu'on peut comprendre en quoi est-ce que l'avènement du selfie, mais en quoi est-ce que finalement la virtualité a pu avoir un impact majeur dans notre société contemporaine? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait pu mettre en place ce comportement étrange, il a bien fallu que je puisse analyser donc d'un point de vue technique, donc l'objet a rendu les choses possibles, mais aussi le contexte. Qu'est-ce qui fait que dans la société contemporaine, ce geste a pu émerger et qu'est-ce qu'il signifie? Donc je suis partie une sorte d'exploration du contemporain et j'ai essayé de comprendre les choses. C'est à ce moment-là que m'est apparu finalement ce qu'on pourrait appeler un décodeur, ce que j'ai appelé 2 grands changements de paradigme majeurs. Je vais essayer de vous les détailler brièvement. Le premier changement, alors, je vais revenir un peu en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, ce qu'on a l'habitude d'appeler la postmodernité. Ça vous parle dans les années 70, par exemple. Vous avez des tenants contemporains. Alors Lyotard qui est plus là, mais Michel Maffezoli. Ah bah c'est parfait, c'est quelqu'un que je connais bien. Je l'avais croisé lors de la PM de Bordeaux d'ailleurs. Enfin, on se connaît depuis des années. Donc Michel Maffezoli, c'est un des derniers tenants du postmodernisme. Donc il y en a un courant qui vient des États-Unis. Donc le postmodernisme, il y en a un autre d'auteur qui au début a commencé dans ce registre-là, qui s'appelle Gilles Lipovetsky. Donc l'auteur aussi de l'ère du vide, c'est un livre que je vous recommande, qui est sorti en 1983 déjà. Et Gilles Lipovetsky a décidé de renoncer au terme de postmodernité parce que si on utilise le terme de postmodernité, cela signifierait que la modernité a été achevée et qu'on est après la modernité. Or, selon lui, on n'est pas dans un après-modernité, mais au contraire, on est dans une modernité en pleine expansion, dans sa pleine révélation. Et il préfère parler, plutôt que de postmodernisme, de ce qu'il appelle une hypermodernité. Qu'est-ce que c'est qu'une hypermodernité? On retrouve le terme grec d'hubris, qui n'est ni plus ni moins que la démesure. Qu'est-ce que c'est qu'une hypermodernité? C'est une modernité en excès, en démesure. Et effectivement, on pourrait dire qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas hypermarché, hyper content, tout est en surenchère, tout est en démesure, dans le plus comme dans le moins d'ailleurs. Petite parenthèse, vous voyez que ceux qui pratiquent Facebook, je ne sais pas s'il y en a énormément dans la salle ce soir, mais ceux qui pratiquent Facebook, vous voyez que les émoticônes, aujourd'hui on n'est plus simplement pour les likes, et avec les likes pendant longtemps. Aujourd'hui on a d'autres variations, il n'y a toujours pas de dislike, mais on a jusqu'au j'adore. Alors c'est intéressant, j'aime, j'adore. On est dans une expansion, une surpuissance, un développement, un hyper en clair, une exagération, une démesure, y compris des affects. Alors ça, c'est une petite anecdote. Donc effectivement,
L'hypermodernité se construit sur des bases qu'on retrouvait déjà dans la postmodernité, mais avec cette puissance superlative. Alors on peut retrouver de l'hypercapitalisme, de l'hyperindividualisme. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une course effrénée au bonheur, à la réussite. Un rapport, Michel Maffezoni en a beaucoup parlé de ça, au présentéisme. On vit l'instant présent à proprement parler, et puis une volonté de réussir sa vie, de de pouvoir exister pleinement, de pouvoir jouir pleinement, ainsi de suite. Donc on est dans ce contexte d'hypermodernité, donc dans une puissance superlative où au centre se trouve l'hyper-individu en toute logique. Alors, on pourrait mettre encore parmi les critères de la post- et hypermodernité la raison en retrait et les identités éclatées, diffractées, fragmentées. Autant d'identités que d'appartenance. Moi au travail, moi avec mes amis, compartimentées, des identités éclatées, fragmentées. Bauman parle d'une société liquide, de l'amour liquide, quelque chose de déliquescent, comme ça qu'on a du mal à saisir. Et n'oubliez pas, une société paradoxale. Donc en même temps, on est dans un contexte hyper communicant et en même temps, on fait des cures de... C'est pas le jeûne, enfin, c'est pareil, je pensais à Alors non, c'est pas ça. Vous savez, de mutisme, on passe une semaine pour pas parler. Vous savez, comme les ascètes à l'époque. Ouais, voilà, les retraites de silence, exactement ça. Mais je pensais aussi à l'alimentation, la malbouffe d'un côté et le jeunisme. Voilà, c'est pas le jeunisme, parce que je suis dans l'autre conférence là. Le jeûne tout court, en même temps. Donc on est dans des paradoxes continus, permanents. Donc ça, c'est aussi pourquoi la société contemporaine est tellement difficile à saisir, parce qu'il y a tout et son contraire, mais de manière superlative. Alors, venons-en au fait. Quels sont ces deux changements de paradigme ? Eh bien, il me semble qu'avec l'avènement de la virtualité, ne me posez pas la question pourquoi je choisis de parler de virtualité et pas de numérique. Ou vous me la posez après, mais je tiens à partir assez tôt. Donc attention, parce que la réponse vaut beaucoup de temps. Parce que c'est presque toute l'histoire de la philosophie qui se trouve derrière. Je vous dis juste en petite parenthèse que la virtualité a la même origine étymologique que vir, qui a donné virilité, qui a donné vertu. Bon, vertu, virilité, vous ferez le lien tout seul. Ceci étant dit, c'est la même étymologie que la virtualité. Elle est très belle, l'histoire, enfin je ne vais pas vous la raconter maintenant. Donc toujours est-il que dans ce contexte d'avènement de la virtualité, il me semble qu'on a eu accès à ce moment-là à ce qu'on pourra appeler une nouvelle représentation du temps et de l'espace. Je vais m'attarder un instant sur le temps. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas dessiné, je suis nulle en dessin PowerPoint, mais je vais le faire à la main. Jusqu'à présent, on pourrait dire qu'on a une représentation du temps en 3 dimensions, vous voyez ? Donc, abscisse ordonnée, et ce qui pointe. Donc, abscisse, c'est le temps, ordonnée, c'est l'espace. Donc, le temps, c'est ce qui se déploie dans l'espace. On ne peut pas penser l'espace sans le temps. Et ce qui pointe, c'est ce qu'on appelle modestement l'existence, ok ? Jusqu'à là, ça va. Ça, c'est une représentation classique du temps. Si maintenant, on a affaire, alors, c'est ce que j'appelle non plus le présentéisme, mais c'est ce que j'appelle l'instantanéisme, c'est-à-dire l'instant du clic. Le propre de la société hypermoderne, c'est justement d'être une société de l'urgence, de l'impatience, de la précipitation, du tout de suite, que l'on pourrait résumer sous la formule latine de l'hic et nunc, de l'ici et du maintenant, du tout de suite. Alors, l'ici, j'en parlerai tout à l'heure. Pour le maintenant, je poursuis. Cette nouvelle représentation du temps, qui n'est même plus le présentéisme du postmodernisme, qui est l'instantanéisme, crée, si je devais le dessiner, ce n'est plus abscisse et ordonnée, mais ici et maintenant, eh bien finalement ça fait quoi ? 2 parallèles, puisque le seul espace qu'il y a entre ici et maintenant, c'est le « et ». C'est extrêmement peu. Quelle place pour l'existence ? Quelle place pour que l'existence puisse croître ? Le temps et l'espace s'aplatissent l'un sur l'autre, ici et maintenant, tout de suite. Forcément, ça crée une culture de l'urgence, de l'impatience. On verra tout à l'heure dans la psychopathologie de la vie hypermoderne, un nervosisme hypermoderne, ce qu'on peut appeler une forme de stress, une angoisse particulière, de l'instant. C'est pas une angoisse qui se projette dans une durée, dans un projet, une angoisse existentielle, où on vise la mort. C'est une angoisse de l'instant. Bon, je reviendrai sur ça. Donc, première représentation, c'est un rapport au temps. Pareil pour le rapport à l'espace, la virtualité a aboli les distances. Je peux créer une réunion de 10 000 personnes sans bouger de mon siège. Donc,
aujourd'hui, on peut dire, c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs le passage d'une représentation de l'espace vertical à l'espace horizontal. Ben oui, en 2 dimensions, celui de l'écran. Et alors c'est génial parce que ce qu'on a perdu, c'est la 3e dimension, qu'on appelle aussi la profondeur et qu'on recompose en 3D. Toujours est-il que cette nouvelle représentation du temps et de l'espace, si vous modifiez le rapport au temps et à l'espace, je parle en tant que représentation, vous modifiez le rapport à l'existence lui-même. Tout peut être repensé à partir de là. Donc ça, c'est un des premiers changements de paradigme. Société de l'immédiateté, de l'urgence, de l'impatience, du tout de suite. Deuxième changement de paradigme. Alors, je vais vous raconter une petite histoire brève. Pas de l'humanité. Qu'est-ce qui fait, finalement, en Occident, qu'est-ce qui fait que la spécificité de la pensée philosophique? Qu'est-ce qui fait que la philosophie, elle devient « et les petits terminales, là ?» Vous savez répondre à cette question? En fait, pour être assez bref, c'est le cas de le dire, Socrate crée un événement majeur. Il y a un épistémologue qui s'appelle Gilles Gaston Granger qui parle, je le cite, de rupture épistémologique en Occident avec l'avènement de Socrate. Qu'est-ce qui fait qu'avant Socrate, on avait des penseurs, vous les connaissez, les présocratiques, avec une pensée très dense, les premiers métaphysiciens, et bien avant eux, les premiers mathématiciens, Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas encore de philosophie au sens littéral? C'est qu'avec Socrate advient ce qu'on pourrait dire l'avènement du logos. Les présocratiques mélangent, confondent une vision du monde dans laquelle il y a un regard à la fois rationnel, mais aussi un regard mythologique. Ils sont dans la fabula, dans le récit. Les deux se confondent. On n'est pas encore dans la démonstration rationnelle. Avec Socrate advient ce qu'on peut appeler le zoon logikon, l'animale rationale, l'homme doué de raison, c'est-à-dire qui fait usage de sa rationalité, par le biais de la démonstration rationnelle, c'est ce qu'on appelle encore l'avènement du logos. Qu'est-ce que c'est que le logos? C'est le discours ou la parole rationnelle. Et on peut dire que, du moins jusqu'à aujourd'hui, notre culture, notre rapport à la connaissance, au savoir, repose sur le logos. D'ailleurs, vous retrouvez dans toutes les disciplines le terme de logie. Psychologie, zoologie, ainsi de suite. Logie, étude, discours, parole, rationnelle, logos, dialogos. Ok. Or, il me semble que cette vision du monde, cette Weltanschauung qui a reposé jusqu'à aujourd'hui sur la question du logos, me semble être remis en cause. C'est là où je parle justement à proprement parler de l'avènement d'une nouvelle manière d'appréhender le monde, qui désormais se fait par l'intermédiaire d'un écran. Je vais utiliser une métaphore. Tout le monde a été heurté, étonné, à défaut de ne l'avoir fait. La première chose que vous faites quand vous rentrez dans un musée, c'est de voir les œuvres à travers votre appareil. Aujourd'hui, on voit presque l'ensemble de la réalité à travers notre appareil. Le premier regard, quel est-il sur le monde? Évidemment que ça pose la question d'une vision du monde. Alors, il est évident que quand on parle de puissance écranique, de la puissance des écrans, la virtualité, on n'y a accès que par le biais d'une image. Internet, c'est une image avant toute chose. Ce rapport à la virtualité, qui est un rapport d'image, finalement, nous amènerait à représenter le monde d'une nouvelle sorte, d'une nouvelle manière d'appréhender les choses. C'est ce que j'ai appelé l'avènement de l'eidolon. L'eidolon, on le retrouve dans l'allégorie de la caverne chez Platon. L'eidolon, ce sont ce qu'on peut traduire par les images simulacres. Vous savez, les ombres. Vous vous souvenez ça, les petits terminales? Ils sont pas encore là, c'est que septembre. Donc vous n'oubliez pas. Donc les ombres sur la paroi de la caverne, eidolon, images simulacres, les ombres, les illusions. Moi, j'ai appelé eidolon plutôt des images éphémères. Qu'est-ce que c'est que le règne de l'eidolon? C'est très important. C'est le règne d'images qui se succèdent sans pour autant faire sens, sans pour autant faire récit les unes à la suite des autres. En 1979, un postmoderne du nom de Lyotard, que je citais tout à l'heure, que Maffezoli a bien connu, parlait de la mort des grands récits. Effectivement, qu'est-ce que c'est que le règne de l'eidolon? C'est le recul ou le retrait de la raison au profit d'une vision, d'un rapport au monde qui se fait par le biais d'images, mais pas de n'importe quelle image, d'images éphémères qui se succèdent sans forcément faire sens les unes à la suite des autres. Comme Snapchat. Quelques secondes, paf, on zappe. Dans une société du zapping. La télé-réalité, c'est quoi? C'est une succession d'images sans récit, sans scénario a priori, qui tient sur quoi? Sur les affects.
Évidemment, si vous opposez le logos à l'eidolon, à cette succession d'images sans récit, vous mettez en place la puissance d'une société des affects, j'ose pas dire pulsionnelle, on maîtrise mieux les affects que la pulsion, d'une société des affects au profit d'une société de la réflexion. La réflexion, mes amis, je m'amusais à dire là dans le livre, le temps n'est plus aux méditations cartésiennes. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. La maturation, la pensée, la philo, c'est de la maturation. La réflexion, c'est de la maturation. C'est pas la quantité de livres lus qui compte. C'est ce que vous en faites, l'élaboration. Ben ça se décrète pas. C'est du labeur, c'est de la courbure. C'est du travail sans cesse sur lequel on revient. C'est pas du prêt-à-penser. Il y a personne qui s'est insurgé sur les articles, même ceux que je donne, ceux que j'écris. Combien ? Le temps de lecture, 3 minutes. 5 minutes, c'est rare. Il y a personne qui dit rien là ? Qui c'est qui s'est tapé les 3 critiques de Kant ? Ah, aujourd'hui, c'est sûr que Kant fait pas recette. Hein. Eh ben, c'est ça le règne de l'eidolon. Des images éphémères qui se succèdent sans forcément faire récit, sans forcément faire sens, et qui tiennent par quoi ? Par les affects. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un selfie ? Un selfie, vous auriez tort de penser que c'est juste l'histoire d'une vieille, longue histoire qui est bien connue, bien avant Ovide et Narcisse, de l'ego trip. C'est pas que ça, le selfie, ça fait partie, mais comme une quantité d'autres choses. Le narcissisme s'inscrit partout. Et tout à l'heure, j'aurais à cœur de vous le revaloriser. Vous n'aurez rien accompli sans narcissisme. Et je vous le souhaite très bon et très fort. C'est pas un problème narcissique, il peut y en avoir, mais c'est pas l'enjeu. Le selfie, c'est beaucoup plus que ça. Le selfie, c'est ce qu'on pourrait appeler un peak speech, ou encore des images conversationnelles. C'est-à-dire que c'est un néolangage. Tout se dit, mais sur le mode des affects, sur le mode de l'émotion. Qu'est-ce que vous passez à travers une image ? Une émotion. Et elle change très vite. Et ça va très vite. Ça se succède parce qu'on est dans un contexte de zapping, dans un contexte où la temporalité et l'immédiateté, l'urgence, ainsi de suite. Donc effectivement, dans ce contexte-là, écrire, ça prend du temps. Lire, ça prend du temps. Une image vaut beaucoup de mots. Mais après, quel impact et quelles conséquences ? Je vais soumettre à votre réflexion, puisque j'adore être, je dis toujours que je suis le scrupule, voilà. Vous savez ce que c'est que l'étymologie du scrupule ? C'est le caillou dans la chaussure. Donc ça vous oblige à vous arrêter, parce que ça fait mal, et à lever la tête du guidon de vos habitudes, pour vous poser la question de savoir finalement où vous êtes, si vous êtes sur ce bon chemin, ça vous oblige à penser. Et aussi, parce que vous avez mal, ça vous rappelle que vous êtes vivant. Comment est-ce qu'on sait qu'on est vivant, si ce n'est par le plaisir ou la douleur ? Donc je suis le scrupule, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous obliger à réfléchir un instant. Prenons une situation, évidemment, c'est, une image. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact dans la réalité, mais c'est un exemple. Prenons un petit enfant de 1 an qui fait ses premiers pas. Sa maman vit seule. Quelle est la première chose qu'elle fait quand son petit garçon fait ses premiers pas ? Elle le filme sur son smartphone. Quelle est la deuxième chose qu'elle fait ? La deuxième chose, soyez honnête. Quelle est la deuxième chose qu'elle fait après ? Elle le regarde. Avant de l'envoyer, vous oubliez toujours une étape. Elle le regarde. Et là, que va faire cet enfant qui est quand même l'objet concerné ? Eh bien, il va venir se voir. Ok ? Bon. Et après, évidemment, elle le poste. Réseaux sociaux ou perso, enfin, il y a le choix. Mais regardez l'enfant qui a 1 an, n'a pas encore la conscience ni de la temporalité, ni, on le verra tout à l'heure, le stade du miroir, un petit peu, pas beaucoup, ni la conscience de sa propre subjectivité. On va avoir affaire à un enfant qui, avant de se construire comme sujet, se voit agir sans qu'il ait la conscience du temps temporel. Donc il vient de faire des pas, il ne se connaît pas comme sujet. Il se voit agir dans un espèce de smartphone sans savoir de qui on parle alors qu'il vient de le faire, tout en étant chosifié, enfin réifié. Alors la question que je pose, c'est, avant même qu'il ait l'élaboration du langage, la conscience de soi, la conscience du temps, etc., eh bien finalement, sa conscience psychique se construit à partir de quoi ? Avant même qu'il y ait le langage, se construit à partir d'images éphémères. La question que je pose, que j'avais soulevée dans ma thèse d'habilitation, mais qui est restée jusqu'à ce jour sans réponse, c'est ce que disait Lacan, je ne sais pas si, peut-être qu'il n'y a pas des lacaniens ici, c'est une bonne assemblée, mais ce que disait Lacan, c'est l'inconscient est structuré comme un langage. Vous vous souvenez de cette phrase, l'inconscient est structuré comme un langage. Mais qu'en serait-il de l'inconscient si le langage n'est plus structuré ? Ce qui compte, c'est la structure du langage, la logique, mais par un peak speech,
par des images conversationnelles dans l'immédiateté qui empêchent la pensée, la distance, l'élaboration et tout ce qui s'ensuit qui fasse récit, qu'en est-il de la construction logique, psychique? Je ne sais pas, j'en sais rien. On ne peut pas savoir. Bon, tout ça pour vous dire que le selfie, en tout cas, s'il s'agissait de le définir, c'est un néolangage, c'est une manière de dire, de traduire le monde à partir d'images et des images qu'on pourrait qualifier, donc des images éphémères, le règne de la Eidolon, des images conversationnelles. Alors, pour preuve, ça j'adore, hein. Vous vous souvenez peut-être de la pub de McDo? J'avais adoré cette pub. Les pubs, elles sont très instructives. Vous vous souvenez de la pub de McDo? Venez comme vous êtes et vous avez une tête de smiley. Ça a choqué personne ici. Il faudrait plus de scrupules dans votre vie. Venez comme vous êtes. Le visage, c'est quoi? Je ne vais pas m'appuyer sur... en plus, Lévinas ne dit pas tout à fait ça, mais on peut dire que le visage, c'est quand même l'expression de ce qu'il y a de plus unique chez un sujet. D'accord? C'est quand même l'expression, pourrait-on dire, de sa subjectivité, le ressenti, tout ce qui transmet, tout ce qui ne dit pas et qui montre, ainsi de suite. C'est quand même un livre ouvert, parfois, un visage. Et là, à la place de « comme vous êtes », qui est l'expression de l'unicité du sujet, ce qu'il y a de plus unique, vous avez du général qui n'est autre qu'un smiley. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a à peu près 1000 smileys, ou 2000 ou 3000, ça n'arrête pas d'augmenter, sauf qu'on n'en a toujours qu'une dizaine sur notre smartphone. Donc en fait, on nous fait croire qu'on a le choix émotionnel, comme si intérieurement, on n'avait pas le choix émotionnel. On a le choix émotionnel, mais en fait, ce n'est ni plus ni moins que quelque chose qui réduit le choix émotionnel. Parce que quand même, ce qui fait le sel, la force, l'indéfinissable, l'ineffable et l'indicible d'un sujet, et de son regard, de sa vision du monde, eh bien, c'est l'éprouver. C'est justement ce qu'on a tellement de mal à dire dans les mots, parce que les mots eux-mêmes sont trop généraux. D'ailleurs, à quoi ça sert la poésie, le métalangage, on parle Wittgenstein, hein? La poésie, c'est quoi? Si ce n'est une tentative de percer le réel dans la vision singulière que je peux en avoir. Donc je dois inventer des mots qui n'existent pas pour traduire une vision unique. Et là, on a quoi à la place? Ok, bon. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, vous imaginez bien ce que j'en pense. Donc ça, c'est encore une grosse illusion, hein. Mais évidemment, on adore jouer avec, hein? Moi la première. Une révolution. Moïque. Ah oui. Alors, j'aurais tout à fait pu, mon éditrice n'a pas voulu. D'ailleurs, je tiens à dire une petite histoire ici. J'étais en pleine APM. Tiens, vas-y. J'étais en pleine APM. Donc, si vous connaissez le CJD, vous connaissez l'APM. Donc, parce que c'est bien l'APM aussi. Ouais, c'est exactement ça. Les CJD, c'est quand on crée l'entreprise et l'APM, c'est quand on l'a créée. C'est pas que pour les vieux non plus. Bon, bref, toujours est-il que j'étais en pleine APM. Si vous ne savez pas ce que c'est une conférence qui dure 7 heures. C'est long, c'est mortel, on est hyper concentré. Et là, d'un coup, pendant la pause de 4 heures, donc on a genre 5 minutes pour aller aux toilettes, mon éditrice m'appelle, elle me dit « Elsa, je peux pas !» Donc chez Albin Michel, ce titre, ça va pas du tout. Mon chef ne veut pas de ce titre. Donc le nouveau chef chez Albin, il n'est pas resté longtemps. Et donc, il faut que tu me trouves un autre titre. Je dis « Mais je peux pas là !» Si t'as 30 secondes. Mais je peux pas. Ben, t'as 30 secondes. C'est comme ça qu'est né ce titre, en fait. Je tiens à le dire. Bon, comme quoi, parfois, le titre original aurait dû s'appeler « Le stade du selfie ». Pourquoi? Parce que je voulais acter par là d'un jeu de mots entre le stade du miroir chez Lacan, je vous en dirai un petit mot, qui est aussi une des explications possibles de comment naît le sujet. La conscience de soi, la conscience des autres, etc. Donc c'est quand même la naissance du moi, le stade du miroir chez Lacan. Et je voulais aussi dire par le stade du selfie, un nouveau stade dans l'histoire de l'humanité, par l'avènement de la virtualité. Vous voyez, c'était pas mal quand même comme titre. Bon, c'était loupé. Je selfie donc je suis, c'était encore à cause de Descartes. Comme quoi. Donc, le stade du miroir, brièvement. C'est assez sympa cette histoire du stade du miroir. Lacan va dire qu'entre 6 et 18 mois, un enfant va peu à peu se séparer du corps de la mère, dont il est très proche, pour accéder à sa propre subjectivité, pour naître comme sujet dissocié du corps de la mère. Et cela va se passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, il va faire des mimiques jubilatoires devant le miroir. Il va beaucoup s'amuser avec cette image qu'il voit dans le miroir. Au départ, il croit que c'est un autre. Ensuite, il va comprendre que cet autre n'est qu'une image. C'est un reflet. Et enfin, troisième moment, il va comprendre que cet autre dont il est question, c'est lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lacan nous dit aussi que, avant d'exister comme sujet, l'enfant est
né, pourrait-on dire, ou préexiste plutôt, devrais-je dire, dans le désir de ses parents, puisqu'il est parlé, il est nommé avant même d'exister comme sujet. Et petit à petit, cette dissociation va lui permettre d'accéder à sa propre subjectivité. Donc effectivement, on pourrait dire que le moi, en tant que sujet propre, va apparaître à travers, et c'est intéressant, à travers la question de l'image, du reflet. Alors évidemment, vous voyez où je veux en venir petit à petit, qu'en serait-il de ce, entre guillemets, moi à advenir, ou devrais-je dire, de cette identité propre à advenir, quand elle se construit dans une autre image, qui est l'image de soi et qui est l'image selfique. Donc ça, c'est la question que je pose. Donc effectivement, de quoi parle-t-on et à quoi passe-t-on quand on passe du stade du miroir de la conscience de soi à cette représentation de soi? Donc, avant d'aborder ça, je vais juste passer sur un autre truc. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je reviendrai en arrière après. En gros, je suis arrivée à l'équation suivante. Il est évident que du selfie, donc de l'image de soi, du fait de se prendre soi-même en photo, va naître une autre forme d'identité, une autre part de soi, qui pourrait être apparentée à l'idéal du moi, qui pourrait être apparentée à beaucoup de choses, mais qui existe. C'est ce qu'on appelle en clair l'avatar. Et vous en avez tous un, si vous avez une existence dans le monde de la virtualité. Qu'est-ce que c'est que l'avatar? C'est votre identité numérique. Alors ça peut être votre profil sur un réseau social, votre blog, peu importe. Vous avez une identité virtuelle. Et donc la question de cette identité virtuelle, peu importe qu'elle soit exagérée, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas la question, c'est une part de vous. Donc désormais, il faut compter avec ce que j'ai appelé, je cite, une subjectivité augmentée, dans laquelle on retrouve, comme on parle le corps augmenté, on devrait parler d'une subjectivité augmentée, dans laquelle on retrouve l'équation suivante, le moi réel, conscient et inconscient, auquel s'ajoute notre identité virtuelle, ce que j'ai appelé le sujet virtuel, qui donne lieu à ce que j'ai appelé le soi digital. Pourquoi est-ce que j'ai appelé le soi digital? Digitus, ses doigts, parce que de ce soi digital, on le touche et on le recompose à loisir. On touche à son image en permanence. Et c'est ce que j'ai appelé aussi l'avènement du sujet cybermoderne. Alors, vous me permettez une petite incursion. J'ai parlé de post et hypermodernité. Je voudrais rajouter un terme. Jusqu'alors, c'est le sujet que j'ai donné en sous-titre à mon livre, les métamorphoses du moi. Dans une métamorphose, il y a 3 mouvements. Donc, en prenant le cas d'une chenille qui se transforme en papillon, la chenille, ensuite la mue et ensuite le papillon. 3 mouvements, d'accord? Un mouvement donc de naissance, un mouvement de, comment pourrait-on dire, de déformation. Enfin, j'appelle ça la formation, déformation et la transformation. Mais ce qu'il y a de fort dans la métamorphose, c'est que même si, donc changement de forme, modification de forme, ce qu'il y a de fort dans la métamorphose, c'est que la chenille et le papillon n'ont pas du tout la même forme, pas comparable, mais elles ont le même ADN. Donc c'est la forme qui change et pas le fond. Bon. Ça valait pour l'avatar. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est encore dans un pas supplémentaire. Notamment, je parlais du deepfake, etc., mais ça va aller en s'accentuant. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une métamorphose, mais dans ce qu'on pourrait appeler une hybridation. C'est-à-dire le mouvement où l'objet, qui est jusqu'à présent à l'extérieur de moi, va faire corps littéralement avec moi, jusqu'à peut-être modifier ou transformer, je ne sais pas. Je ne vais pas employer de termes, ni réparer, ni augmenter, je ne vais pas employer de termes. Mais en tout cas, le mélange sera fait. Et là, je pense qu'on ne pourra plus parler de métamorphose, mais je pense qu'on pourra parler d'hybridation. Et je pense que les choses vont venir beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer, si ce n'est pas déjà le cas. Petit exemple, nos rapports consommateurs, vous avez bien vu ce qu'Amazon a transformé. On peut tout à fait être contre, etc., mais on a pris des habitudes sans même en avoir conscience, sans même l'avoir choisi. On s'est mis au pas. Alors, est-ce qu'on n'est pas déjà transformé? Bon. En tout cas, quand on aura perdu les supports, que l'image seront directement sur la rétine, petite parenthèse, il existe aujourd'hui des lentilles, vous avez vu, qui permettent de zoomer naturellement. Encore une illustration, cet été, il y a un article qui est paru d'une femme qui a écrit « J'ai transformé mon fils en cyborg ». Un enfant autiste, elle a pris les Google Glass, donc les lunettes de Google, elle les a transformées de telle sorte à ce que son fils autiste puisse détecter, lire sur les visages les émotions des gens, donc avoir une sociabilité améliorée. Et on s'est rendu compte que ces lunettes, quand elles étaient mises sur des gens qui n'avaient pas de problème autistique, finalement développaient les facultés empathiques, même quand on n'avait pas les lunettes. Bon, après, à voir. Bon,
C'est juste des choses que je lance comme ça à votre réflexion. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait parler d'un sujet cybermoderne, d'une hybridation, et plus seulement d'une métamorphose. Donc je reviens un peu en arrière. Qu'en est-il de cette problématique du moi? Donc effectivement, le self-branding dans l'égosphère. Alors, le moment tant attendu du narcissisme. Qu'en est-il? Effectivement, un des grands enjeux, puisqu'on est dans l'hyper-individualisme, un des grands enjeux, en toute logique, c'est le moi. Aujourd'hui, le moi est devenu une marque. On s'auto-promeut. Il n'y a rien qu'à voir. Il n'y a rien qu'à voir... je touche plus ça. Il n'y a rien qu'à voir ce qui se joue sur Instagram. Il y a des gens qui se transforment, qui n'existent, comme Kim Kardashian, c'est ça. Elle n'existe que par l'autopromotion de soi, le self-branding ou l'auto-branding. On est vraiment dans ce registre-là. Le moi est devenu une marque à promouvoir. C'est le centre de toute chose. Quel est l'enjeu dans l'existence? Pour moi, c'est de jouir. C'est d'exister pleinement. C'est d'arriver à être reconnu. C'est d'embrasser les choses dans leur généralité. C'est d'être au centre du monde, en clair. Et exprimer à travers ça ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'une toute-puissance. La conséquence de ça, c'est que force est d'admettre que les autres sont désormais un moyen et non plus considérés comme une fin, pour reprendre le vieil adage kantien. Alors, qu'en est-il plus précisément? Est-ce qu'il s'agit par là d'une problématique narcissique? Alors, je tenais à le dire tout à l'heure, le narcissisme tel qu'il a été développé par Freud, et pas avant, puisqu'avant on ne parlait pas de narcissisme, tel qu'il a été développé par Freud, c'est quelque chose qui est constitutif du sujet. Qu'est-ce qu'un bon narcissisme? Quelqu'un qui a un bon narcissisme, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a de l'audace, qui prend des risques, qui n'a pas peur de se confronter à l'existence. C'est quelqu'un qui s'aime suffisamment pour pouvoir se confronter à des échecs, se confronter à des risques et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que vous avez certainement une bonne dose de narcissisme. Sinon, vous n'aurez rien accompli de grand ou d'important dans votre existence. Le narcissisme est quelque chose de très important et souvent, les gens qui, évidemment, sur les réseaux sociaux, se surreprésentent, postent une quantité de selfies d'eux-mêmes, toujours en survalorisation. Ce que ça témoigne, c'est ni plus ni moins d'une problématique narcissique, d'une faille narcissique. Et je dirais même mieux que ça encourage encore plus leurs symptômes. Parce que ça ne réussit pas à les apaiser. Ils peuvent avoir une quantité de likes incroyable, ça ne suffit pas à avoir un sentiment d'eux-mêmes qui soit revalorisé. Donc c'est là où il y a une vraie problématique. Il y a quelque chose où peut-être qu'il faut aller consulter à partir de là. Mais c'est pas parce qu'on s'exhibe, on se présente, ou on se montre sous notre meilleur jour, bah c'est comme, enfin, vous peut-être messieurs un peu moins, mais nous les femmes, on se maquille le matin. Il y en a qui le font aussi, hein, maintenant les hommes. Mais nous, on se maquille. Et on veut se montrer sous notre meilleur jour, c'est jamais qu'un masque social. Pourquoi est-ce que ce serait différent dans le monde de la virtualité? Ce n'est qu'un masque social. Ok. Mais par contre, je pense que ce masque social a aujourd'hui un grand rôle à jouer. Et on n'aurait pas envie que n'importe quoi soit présenté sur les réseaux sociaux. Alors, pour pouvoir sortir la problématique selfique du narcissisme, j'ai trouvé un nom. Alors, soit je parle d'égotisme, donc souci d'ego, de soi, de se montrer, qui n'a rien à voir avec la constitution psychique, soit je parle de ce que j'appelle un narcissisme social. Et la question que je vous pose, et qu'on serait en droit de se poser, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de se montrer? C'est ça le cœur du problème. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'être présent? Pourquoi est-ce qu'on poste des photos de nous sur les réseaux sociaux, dans la virtualité? C'est quoi le but? Oui, vous avez raison. Il y a les deux. Hein? Ben merci. Qui c'est qui a dit ça? Merci. Donc vous avez raison, la question c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour au sens très large du terme, être reconnu. Plus précisément, je rejoins tout ce que vous dites, je vais arriver là. Être reconnu dans le regard de l'autre. Donc la question de la reconnaissance, c'est le sentiment d'exister à travers le regard de l'autre. Comme j'aime à le dire, il me confirme, le regard de l'autre me confirme dans mon existence. J'aime à dire aussi que dans le monde de la virtualité, dans les réseaux sociaux, la lumière de l'altérité est toujours ouverte, convocable à merci. Donc effectivement, mais l'enjeu me semble être encore beaucoup plus grand. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez tout à fait souligné, notre avatar, lui, ne meurt pas. Vous savez que Facebook est en passe de devenir un mausolée à ciel ouvert. Il y a bientôt plus de comptes de gens morts que de gens vivants. Et on les fait travailler, ces comptes. On vous invite à poster régulièrement des photos en date anniversaire. D'ailleurs, c'est très compliqué de faire son deuil sur Facebook, hein, je tiens à le dire. Et alors, ça complique le travail des psys. Hein. Mais alors, ce qui est pervers aussi, c'est qu'on vous propose, finalement, un jour, vous décidez que vous allez mourir dans 100 ans, donc vous pouvez décider de clôturer votre compte à l'avance. Donc, dans 100 jours, dans 100 ans, mon compte s'auto-détruira, etc.
Mais c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est la visibilité à proprement parler. C'est d'être vu. Être vu, ça me confirme dans mon existence. C'est la question de la reconnaissance au sens littéral, donc de l'amour. Mais l'idée, c'est de ne pas mourir. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est le fait de l'angoisse. C'est une manière de lutter contre l'angoisse de mort. Petite parenthèse encore. Vous imaginez, ça a posé un problème à la CNIL, cette histoire. Parce que sur les réseaux sociaux, dans la virtualité, je le disais, on ne meurt jamais. Mais qui peut toucher l'héritage? Est-ce que vous aimeriez que vos enfants puissent accéder à tous vos comptes, à tous vos mails, à toute votre vie virtuelle, entre guillemets? Que faire de cela après? C'est pas évident de trancher sur la question. Doit-il y avoir des héritiers? C'est pas clair, cette histoire. Effectivement, l'enjeu, c'est l'éternité, c'est la visibilité. Alors, deuxième question. Si jamais on a une telle angoisse de mort, donc on ne veut pas être invisible, qu'on veut continuer à être visible, à être regardé, qu'est-ce qui fait que dans notre société contemporaine, on a tellement besoin d'être confirmé dans notre existence? Est-ce que ça veut dire que dans la réalité, on a le sentiment de ne pas exister? J'en sais rien, je pose la question. Est-ce que dans la réalité, ce qu'on appelle l'intersubjectivité, c'est-à-dire que je prends conscience que j'existe à travers le regard de l'autre, est quelque chose qui ne se fait plus, ou moi, ou autrement? Ah ben oui, je vous laisse tout seul réfléchir. Hein. Parce que si vous avez des parents qui préfèrent habituer des portables à ce prix-là, d'accord, parce qu'on parle quand même d'une génération relativement jeune. Absolument. Donc c'est pas elle qui a travaillé pour avoir cet objet-là. L'objet transitionnel. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais à Prague, j'ai fait une conférence au lycée français il y a 1 an, je crois, j'étais encore enceinte. Et non mais c'était mon 2e seulement, hein, c'était pas encore Non mais j'étais enceinte encore, enfin je veux dire. Ma bébé, elle a 8 mois maintenant. Et le proviseur me disait, c'était le moment où on interdisait les portables dans les lycées, vous vous souvenez? Et le proviseur me disait, venez, je vous montre mon coffre. C'est exactement ça. Donc je suppose que les parents avaient quand même les moyens, lycée français, etc. à l'étranger. Donc que des portables, des smartphones de ce niveau-là, donc ils coûtent une fortune pour des gamins qui ont 10 ans, 12 ans, etc. Et le comble, il venait jamais les chercher. Bon bref, il en avait une quantité. Alors effectivement, je pense que peut-être, et on verra tout à l'heure, un des enjeux aussi, c'est qu'est-ce qui fait que dans le monde réel, entre guillemets, l'intensité n'est peut-être pas assez grande pour avoir le sentiment d'exister et qu'on a besoin en permanence de se confronter avec ça. Ce qui fait qu'on verra basculer, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire là tout à l'heure, mais on va basculer dans ce qu'on peut appeler les comportements ordaliques. Vous savez, et les gens qui, je vais définir, les gens qui ont des comportements ordaliques, ils ont le même vocabulaire que les addicts, c'est-à-dire c'est un vocabulaire de la défense. Qu'est-ce que c'est que les comportements ordaliques? Les comportements ordaliques, c'est quand vous flirtez avec la mort en permanence pour vous assurer que vous êtes vivant. C'est le caillou dans la chaussure, mais version 100 000, quoi. Hyperbolique, hyper moderne. En clair, par exemple, l'exemple qu'on peut prendre, c'est le binge drinking. Je ne sais pas si les jeunes, vous avez eu affaire à ce genre de choses parmi vos potes. Donc c'est une alcoolisation très rapide, hein, très intense. Je peux raconter un truc qui est vraiment pas beau. Il y a quelques années, j'étais très jeune, j'étais professeure invitée à l'Université nationale de Bogota. J'étais dans un cours de philo politique. Et on m'avait raconté à l'époque, donc ça date pas d'hier, hein, on m'avait raconté à l'époque que les jeunes filles, pour s'alcooliser très vite, elles prenaient un tampon, imbibé d'alcool, et je vous laisse imaginer la suite. Donc le binge drinking, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la défense à l'extrême pour perdre conscience aux limites. C'est-à-dire pour se sentir dans les vibrations les plus grandes. Mais on a la version homme de 50 ans, célibataire, qui vient de divorcer, qui a envie de s'éclater. Hein. On a la même chose, hein, avec des sports de haut niveau et de haute voltige, ou les trekking dans le désert. Bon, bref, dans mon cas, c'est le vœu de silence. Non, je rigole. Ça, c'est le binge drinking. Enfin, voilà, les comportements ordaliques, il y a aussi tout ce qui est limite aux addictions aussi, hein, parce que vous avez le workaholisme, c'est-à-dire quand on se... C'est très intéressant, le workaholisme, parce que vous avez des gens qui se défoncent au boulot. D'ailleurs, les termes utilisés, c'est ça. Je me défonce, je m'éclate. Ça vous choque pas quand on dit je m'éclate? Bon, bref. Il ne faut pas négliger le sens de la métaphore, même si notre société est en proie au vertige du symbolique. Donc, je poursuis. Donc, Narcisse, vous connaissez tous le mythe, je ne vais pas revenir dessus, puis je n'ai pas trop envie d'en parler, en plus, tout le monde connaît. Révolution érotique, c'est beaucoup plus rigolo, ça. Alors, première des choses, alors le selfie, il y a aussi ça. Du ludique, du léger, du jeu, on s'amuse à des fous, on s'éclate.
je vous ai mis une petite citation de Schiller que j'aime énormément, que j'ai donnée d'ailleurs à la convention APM il y a quelques jours et que le bonhomme n'a pas du tout retenu. Bon bref, l'homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot, il est homme. Et il n'est tout à fait homme que là où il joue. Donc c'est intéressant parce qu'il fait du jeu quelque chose de constitutif du sujet. Et c'est vrai, finalement, Winnicott l'avait très bien montré, l'enfant joue, c'est très important, les facultés de jeu chez un enfant, et même beaucoup plus tard, je ne parle pas seulement des bébés, c'est fondamental. Le jeu est fondamental. Il y a une quantité peut-être de gens ici qui sont... ce sont quoi, des dirigeants ? Oui, des dirigeants. D'accord. Bon voilà, eh ben, je vous invite à jouer en permanence parce que si vous prenez les choses trop au sérieux, ça ne fonctionne pas. Le jeu est fondamental et en termes de management, je dirais même presque que c'est vital. En termes de management, mais en termes d'existence. Ne pensez-vous pas que la vie est suffisamment tragique pour qu'on en joue ? Ne faut-il pas se jouer de la vie elle-même ? Le jeu n'est-il pas nécessaire pour survivre ? Il est vital, en ce sens. Donc effectivement, et en cela, le selfie au premier degré, première chose, on a un bon moment ensemble, on veut le partager, on veut le garder, on veut le vivre, on veut être dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un selfie entre potes. C'est une des premières images que je vous avais données. C'est ce que Huizinga appelle l'homoludens, à proprement parler. Oh non, on revient en arrière. Oh, attendez. Donc ça, c'est l'expression. Alors, il y en a quand même un qui pose, là en bas, on le voit. Hein, celui-là, il fait le charmeur. Hein. Mais effectivement, c'est un moment rigolo, un moment simple, un moment de copinage, de simplicité, de sourire, de rire. Voilà, pas plus qu'un moment de plaisir qu'on peut rencontrer dans l'existence. Alors, ça peut aller sur autre chose. Rentrons un peu dans les choses érotiques aussi. Ça, je vous raconte parce que c'est un petit cancan du soir. C'est assez rigolo. Figurez-vous qu'il existe un site. Alors, avant, il y a une étude qui a été faite. Alors, peut-être que c'est en Suède, enfin, j'ai la référence dans le livre, comme quoi les chercheurs parfois sont payés à faire de drôles d'études. Il y a une étude qui a été faite qui montre que plus les gens se font de selfies, moins ils font l'amour. Je vous laisse tirer des conclusions. Sauf que ça dépend de quoi on parle quand on dit faire l'amour. Il existe un site qui est assez emblématique de l'époque contemporaine, qui s'appelle Beautiful Agony, et qui consiste, alors là aussi je vous laisserai réfléchir par vous-même, tirer les conclusions tout seul. Vous êtes tranquillement tout seul chez vous, ouais, dans un rapport onanique, donc de masturbation. Et à ce moment-là, au moment de la jouissance, vous vous interrompez, vous prenez un selfie de votre crispation, vous postez cette photo de votre jouissance sur ce site. Alors la question que je pose, c'est à quel moment la jouissance a-t-elle réellement lieu ? Vous savez ce que j'en pense ? La jouissance a lieu quand vous vous savez regarder, quand vous vous savez vu. Donc en fait, cela reviendrait à dire que vous jouissez dans le regard de l'autre par l'intermédiaire d'écrans interposés. La question que je pose, c'est pourquoi est-il si compliqué de ne pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ? Ben vous savez, dans la virtualité, ce qu'il n'y a pas, c'est la chair, le goût, le corps, le pulsionnel. Même si maintenant les robots sexuels vont tendance à résorber ce petit problème. Mais force est d'admettre que la relation à l'autre, et même si vous faites usage de Tinder, ça vous engage, le corps de l'autre, le regard, la présence. Ça fait relation. Là, vous avez tout le semblant, sans l'engagement, sans la responsabilité, sans la lourdeur de l'altérité. Ça ne fonctionne que sur le fantasme, mais avec un regard. Juste ce qu'il faut pour ne pas trop vous engager. Merveilleux. Donc voici ce que ça donne. Il n'y a aucune pornographie, hein, désolé pour ceux qui... Bon. Mais toujours est-il, j'ai perdu ma... Ah oui. Donc c'est aussi ça, les dérives des selfies. Alors je ne vous ai pas montré le site de gens dépressifs hein, qui s'encouragent avec des gueules... Bon, je vous ai préféré Beautiful Agony, ça existe aussi. Passons, alors là, je vais employer ma voix très grave, parce que là, c'est pas drôle du tout. Donc on a vu une révolution érotique, voyons une révolution pathologique. Alors ça a été les dérives. Tout à l'heure, on a vu Barack Obama qui a fait un pas de côté, hein, pourrait-on dire. Hein. Se fendre la poire en plein funérailles, c'était pas très délicat. La question qu'on pourrait poser, c'est qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour quand on est en plein acte selfique, en train de se prendre une photo, il y a comme une déconnexion avec la réalité. C'est comme si on perdait une forme de conscience des choses, comme si on basculait, comme si on était happé par le mouvement de la toile,
comme s'il y avait quelque chose qui fait qu'on n'était plus conscient des entours. Donc là, évidemment, avec les selfies sont nées des photos complètement indécentes. Donc celle-ci était très importante, vous voyez. Donc une jeune fille, selfie in Auschwitz, concentration camp, merveilleux. Donc elle se fend la poire, elle est super contente. Donc ça a été l'indécence totale. Je vous invite tout à l'heure à aller sur un site qui s'appelle Holocaust. Et la manière dont ces photos de gens touristes dans les camps ont été détournées. Donc vous avez derrière moi des gens qui s'amusaient à se faire des selfies et un site, un Holocaust, qui a détourné ces photos en remettant le contexte dans lequel originel, ce qui s'est joué là. Donc vous avez des choses de cette nature. On arrive à une autre forme d'indécence. Donc il y a quelques années, aux États-Unis, a fleuri aussi, même regard complètement indécent. Donc c'était selfie at homeless, donc des jeunes qui s'amusaient à faire des selfies avec des gens dans la rue. Donc ça a été aussi, et ça a soulevé un tollé d'indécence, de non-respect, j'en passe. Il y a encore autre chose. Ça c'est génial. J'en rigole, mais pas vraiment en fait. Ça c'est des cas vrais. On a dit tout à l'heure, j'enseigne l'éthique médicale, donc de la philosophie pour des médecins, pour le milieu soignant depuis des années. Et depuis quelques années, quand j'ai sorti ce livre, les hôpitaux m'appellent pour des cas éthiques particuliers. Donc c'est vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc un cas classique, une infirmière rentre dans la chambre d'une personne qui vient de mourir et qu'est-ce qu'elle voit ? Sa petite fille ou son petit-fils en train de se prendre un selfie avec le mourant. Donc là, c'est une photo de ce genre-là. Donc la personne vient de décéder et vous avez vu, c'est génial parce que la fille, elle se fait un profil avec une super bouche, duck face, fameuse bouche en canard. Donc là encore, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement indécent. Dans un autre registre, donc ça c'est peut-être aussi problématique pour les ados, Angela Nicolaou, elle est donc c'est une sportive de haut niveau, sauf qu'on oublie souvent de le dire. Elle est très connue pour des selfies extrêmement périlleux. Mais si vous regardez sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, si vous regardez dans les infos, les nouvelles, etc., dans les comment on appelle ça, les cas qui se passent dans les campagnes des fois, les faits divers. Voilà, je vais pas déjeuner, j'ai rien mangé, en plus je vais pas dîner, alors forcément les mots m'échappent. Donc dans les faits divers, le nombre de personnes qui sont mortes à cause de ça, quel est le but de ce genre de photos ? C'est d'exister médiatiquement, c'est d'avoir une réputation, une des grandes illusions de la société contemporaine et qui pour moi menace notre jeunesse. Mais ce qui est vrai, c'est une illusion, mais en même temps c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de fric très vite juste sur une vidéo. C'est pas une illusion, c'est vrai. C'est le cas. Donc une fois que vous avez une réputation, que vous avez tant de nombres, alors aujourd'hui c'est même plus le like, c'est les nombres de vues, puisqu'évidemment aujourd'hui on est passé aux vidéos. Donc plus vous avez de vues, plus vous êtes quelqu'un donc avec un pouvoir capable d'influencer. Et donc, on investit sur vous, publicité, ainsi de suite. Et vous gagnez votre vie. Comment vous voulez dire à des gamins, bouchez-vous les oreilles, les enfants là-bas. Comment vous voulez leur dire, bossez votre maths, faites votre philo, galérez sur Kant, sur Husserl ou Hegel, encore pire. Comment vous voulez leur dire, on n'est pas crédible. En une vidéo ridicule d'un bonhomme qui se casse la figure, il rapporte 100 000. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? C'est quoi la concurrence ? On peut y aller avec les belles phrases et la philo. Moi, j'enseigne la philo bénévolement pour les maternelles en 3e année. C'est un peu du masochisme. Bon, il faut avoir la vocation, vous voyez. Bon, toujours est-il que ce genre de choses, il suffit, c'est pas à peine de travailler après une fois qu'on a ça. C'est aussi simple que ça. Sauf que le nombre de personnes capables de réaliser ça, c'est peau de chagrin. Et tous les autres, ils survivent pas, tout simplement. Voilà, ils meurent. Donc c'est merveilleux. Donc là encore, dans le registre merveilleux de l'indécence et du schizophrène, dans le sens littéral, c'est-à-dire couper l'esprit du bon sens. Vous avez donc, sachez, le nombre de morts en Inde qui se font écraser par des trains parce qu'ils prennent un selfie, j'ai carrément LCI qui m'a fait une interview que sur ça, pour vous dire comme c'est important. Je vous rappelle qu'en Russie, par exemple, il y a des falaises où il est interdit de prendre des selfies parce que les gens meurent. Récemment encore, vous avez un couple de parents. Là, la falaise derrière, ils se prennent un super selfie, les 2 enfants sont devant, ils tombent, ils meurent, et hop, les enfants orphelins. Wonderbar. Vive les selfies. Il y a plus, alors ça vous le verrez tout le temps, mais c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas énormément de morts par requin par an. Bon, je vous le dis. Mais il y en a quand même toujours plus de selfies, des gens qui meurent par selfie que par requin.
Voilà, donc il y a une photo qui tourne sur les réseaux sociaux, j'ai regardé là pour vous en faisant le PowerPoint. Il y a carrément une photo d'un type qui voulait vraiment photographier le requin avec la gueule ouverte, mais il s'est fait croquer à la suite. On a sauvé la photo. Voilà, donc c'est merveilleux. Alors ça, je m'attarde juste un petit instant là-dessus aussi. Donc ça, cette photo, je l'ai aussi beaucoup commentée. C'est là, vous avez quelqu'un en bas, à terre, qui vient de se faire arracher une jambe par un train. Un accident, ça s'appelle. D'accord ? Et vous avez à côté un bonhomme en blanc, et en fait, il fait ça. Ouais ! C'est horrible. Et après, ce qu'on oublie, c'est que vous avez le journaliste qui est à peu près là, et qui va prendre la photo. Donc, vous avez une mise en abîme magnifique. Donc, vous avez le type qui se fait une super photo, mais finalement, pas tellement de notoriété. Il n'a pas trop bien gagné son self-branding, là. Mais alors, le journaliste, lui, carton plein. Hein. Évidemment, on ne va pas le dénoncer. C'est bienveillant, n'est-ce pas ? Bon, bref. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à des dérives pareilles ? Il y a quelque chose qui fait que quand on est pris dans le mouvement de la virtualité, bah finalement, qu'effectivement, ça nous coupe d'une conscience des choses. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Il y a quelque chose qui fait que quand on est pris dans ce mouvement-là, il y a une telle jouissance. C'est-à-dire c'est un plaisir, c'est plus que du ludique. Il y a une telle forme de jouissance qu'on a beaucoup de mal à se rappeler le reste et à revenir à la réalité dans une certaine mesure. Le bon sens, on est vraiment mis à distance dans ces moments-là. Effectivement, donc, il y a plus de morts par selfie que par requin. On est dans l'indécence pure. Passons au dernier point, la révolution esthétique. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, au moins depuis 2013, il y a énormément de musées qui ont créé, qui continuent de développer. Il y a un autre musée du selfie qui s'est ouvert aux États-Unis. En Asie, hein, il y a une quantité, il n'y a pas que Manille, hein, maintenant, celui que je vous ai montré. Mais plus que des musées complètement ludiques ou presque expérimentaux comme celui de Manille, où vous êtes vous-même le héros de Van Gogh ou de je ne sais qui, enfin c'est quand même très fort. Vous avez des rétrospectives, celle-ci c'était une très belle rétrospective qui a eu lieu à Lyon, entre de Rembrandt au selfie, et la grande question qui se pose, c'est est-ce que le selfie est l'héritier de l'autoportrait ? Alors, je vous ai mis un Dürer, l'autoportrait à la fourrure, et je vous ai mis ce qu'on peut faire aussi avec des selfies en détournement. Bon, je suis un peu cynique. Mais effectivement, la question qui se pose, est-ce que le selfie est une continuité logique d'un point de vue artistique ? Parce qu'on peut faire de très belles choses, là c'est encore un autre visage du selfie. Est-ce que c'est une continuité logique de l'autoportrait ? Ou est-ce qu'on a affaire à un genre complètement inédit et complètement hybride ? Alors, vous voyez là, c'est Ai Weiwei. Moi, j'aime beaucoup celui d'en haut, qui est pour moi très archétypal de ce que peut être l'art photographique du selfie, d'un point de vue esthétique, avec une mise en abîme et une interrogation identitaire, à proprement parler. Et il est vrai que derrière cette capacité à se montrer, à se représenter et à chercher finalement à travers son propre regard et donner au regard de l'autre, mais toujours à travers son propre regard, la question de l'image, ça pose indéniablement la question de l'identité. Et ça repose d'éternelles questions que prônait déjà Montaigne à la naissance du sujet, qui est la marque même de l'humanisme classique, qui suis-je ? Et effectivement, dans une période de métamorphose, de transition, de transformation, la question identitaire et la question du qui suis-je se posent à proprement parler. Et peut-être que l'art n'est que la traduction logique de cette nouvelle forme de questionnement, enfin l'art pictural et à proprement parler le selfie, quand il s'agit de représentation de soi, qui repose à nouveau dans notre société contemporaine la question du qui suis-je avec tout ce que ça implique. Donc là, vous avez effectivement la photo de Ai Weiwei que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors elle est sympa aussi cette photo, parce que là, vous avez une vraie mise en abîme. Parce que finalement, que sont en train de faire ces jeunes ? Ils sont en train de se mettre dans l'histoire de Ai Weiwei. Donc ils sont en train de prendre un selfie de telle sorte qu'ils rentrent dans le tableau. C'est exactement ce qui s'est passé à Art in Iceland que j'ai vu à Manille. On entre dans l'œuvre, on est œuvre. Est-ce que l'égotisme va jusqu'au point de remplacer les artistes eux-mêmes dans la représentation de ce qu'ils sont ? On rentre dans le tableau. Non seulement on entre dans le tableau, mais on le finalise. À noter là, les jeunes, qu'est-ce qui finalise une œuvre d'art ? Une œuvre d'art devient œuvre que quand elle est vue. Il y a une quantité d'œuvres dans les caves du Louvre qui n'existent pas parce qu'elles ne sont pas exposées. Ce qui finalise une œuvre d'art, c'est le regard du spectateur. Donc là, ça fait beaucoup plus fort. Parce que là, l'œuvre d'art est finalisée quand le spectateur entre dans l'œuvre au sens littéral. C'est pas seulement le regard, il est œuvre. Et là, ce que font les jeunes,
C'est pas la photo d'Ai Weiwei qui photographie, c'est eux dans l'œuvre. Alors, est-ce qu'on a affaire à la continuité de l'autoportrait ou à un nouveau genre artistique? Mon point de vue, c'est le deuxième champ. Donc là, voilà, pour vous montrer ce qui se joue, donc une société égotique, autocentrée. Vous avez, donc ça c'est une photo intéressante parce que finalement, oh purée, c'est une photo intéressante parce que vous avez vu, on a commencé tout à l'heure avec la Tour Eiffel, donc je voulais prendre la part de notoriété de la Tour Eiffel et être aussi connu qu'elle, et là je me retrouve avec quelqu'un qui photographie l'Arc de Triomphe, mais sans son visage, donc il passe au second plan. Donc finalement, ce n'est plus la subjectivité qui compte, mais c'est finalement, mais il y a quand même sa présence, hein, mais c'est le monument lui-même. Mais pour dénoncer ce rapport de subjectivité. Oui, pour dénoncer ce rapport de subjectivité, il cache. En haut, alors c'est très sympa parce que vous avez toutes les jeunes filles, il faut voir ce qu'on a fait à la Joconde, hein, Face Duc et tout, enfin, on l'a transformée à loisir. Et là, c'est intéressant parce que, encore une fois, on ne regarde pas l'œuvre, on entre dans l'œuvre, à proprement parler, on se réapproprie l'œuvre. Et en bas, bah, vous avez, alors là, c'est très beau, hein, les deux, parce que vous avez donc les jeunes filles qui se photographient elles-mêmes dans l'œuvre de derrière, et là, vous avez l'œuvre qui vous photographie. Donc vous avez vraiment le balancement entre les deux, et vous voyez bien qu'on est dans une société à la puissance écranique, où finalement maintenant le regard sur le monde passe par l'écran. Bon, je vais m'arrêter de parler là maintenant. Je vais juste vous exposer les psychopathologies de la vie hypermoderne. Je ne vais pas les étaler. Je vais juste vous les montrer rapidement. Donc, ah oui, ça c'est assez rigolo aussi. Il y a quelque temps, dans un très sérieux journal psy américain, vous savez que les Américains sont forcément toujours très sérieux, ils font des grandes études qui sont très subventionnées et très chèrement payées. Et donc forcément, ils arrivent à des statistiques qui prouvent des choses. Bon bref, dans une société de l'évaluation permanente, on est arrivé à faire du selfie un trouble du fonctionnement qu'on pourrait presque mettre dans le DSM, qui est le livre de classification des maladies mentales. Alors, en fait, ils en font un trouble compulsif, comme un TOC, si vous préférez. Évidemment, le selfie, ce n'est pas un trouble mental. Faire un selfie, ça ne traduit pas un problème psychique. Voilà. Ce qui peut en traduire un, c'est si vous en faites de manière compulsive, mais comme toute problématique compulsive, voilà, on est dans un autre registre. Mais faire un selfie, ce n'est pas une problématique psychologique particulière. Donc non. Ceci étant dit, notre société, parce qu'elle est société de l'excès, de la démesure, évidemment, elle conduit à des malaises, à des excès, et donc à des problématiques spécifiques. Je voudrais juste vous en souligner quelques-unes. Donc, pour résumer, alors juste pour vous dire, quand j'ai fait ce livre-là, je me suis posé la question, si Freud revenait aujourd'hui, sur quoi travaillerait-il? L'hystérie ne serait pas son champ de prédilection, d'accord? Sur quoi travaillerait-il? Peut-être l'addiction, évidemment. Et j'ai essayé de comprendre, donc j'ai pris un bout de papier, ça faisait des années que je travaillais sur le contemporain, et j'ai essayé de voir tous les travers, ce que j'appelle les malaises, tous les excès, tout ce qui pose problème dans le contemporain. Toute société est pathogène. Qu'est-ce qui, dans notre société contemporaine, peut être source pathogène? Donc j'ai fait une liste. Et quand j'ai fait cette liste, j'ai essayé de répertorier. Donc j'ai fait une sorte de nosographie que je vais vous présenter là. Mais dans cette nosographie, avec tous les symptômes que je vais vous présenter brièvement, je me suis rendu compte qu'au fond, mais c'est ma vision des choses, vous n'êtes pas obligé de la partager, hein, mais c'est ce que j'ai découvert à force de recherche, d'observation. Je me suis rendu compte que pour résumer, ce dont souffrait notre société contemporaine, ça pouvait se résumer à ça. Problématique de la parole, problématique de l'écoute, problématique de l'élaboration, la réflexion, problématique du regard, la question de la reconnaissance, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Problématique du désir, bah oui, parce qu'on est dans une société de la jouissance. Dans une société de la jouissance, l'enjeu, c'est de faire pchit le plus vite possible. La jouissance, c'est hic et nunc, ici et maintenant. Le désir, ça implique une temporalité, une distance, et surtout, un affreux mot, ça implique le manque. Oh, terrible. Frustration, manque, tout ça, enfin bref, un truc indécent, quoi. Et enfin, la question de l'amour. Et je pense qu'en résumant tout ça, l'ensemble des symptômes que je présente, entre guillemets, des malaises, devrais-je dire, ben finalement, ils se résument à une problématique qui tourne tout autour de ça. Et finalement, si on a aujourd'hui difficultés relationnelles, difficultés à exister, difficultés à se sentir bien, hein, tout ce qui s'ensuit, ben ça se résume autour de ces problèmes-là. Voilà. Donc, je vais vous présenter brièvement cette nosographie. Donc, les pathologies de la limite. Pathologie de la limite, pour vous donner, c'est que des exemples, hein, c'est pas exhaustif, hein.
Her Majesty Baby, la question de l'éducation, ne plus savoir dire non, l'enfant roi, la question de l'autorité, de l'affirmation, j'en passe et des meilleurs. Alors ça va pour les enfants, mais ça va dans le registre général. Les comportements ordaliques que je citais tout à l'heure, c'est là où il n'y a plus de limites, entre même la vie et la mort. C'est justement l'enjeu, c'est de dépasser les limites. Donc on est vraiment dans un contexte no limites. Le problème de la limite, s'il n'y a plus de limites, c'est que, alors s'il n'y a plus de limites, c'est qu'il n'y a plus de valeur. Et s'il n'y a plus de valeur, c'est que tout se vaut, tout s'équivaut, tout est équivalent, plus de saveur. Pathologie de l'objet, logique, dans une forme de toute-puissance, d'hyper-individualisme. Oui, je vous ai mis un petit truc que j'avais chopé sur un mur à Paris, parce que j'ai trouvé ça trop drôle en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans le livre. Mais ça résume bien les choses. Ça résume bien les choses. Les fous de l'avoir. Vous savez, ceux qui veulent avoir le dernier objet, qui sont capables de poser 3 jours de vacances pour camper devant Apple, hein? Le dernier objet à la mode et on n'en finit pas, qui sont capables de s'endetter parce qu'il faut l'avoir. C'est exister par l'avoir. On appelle ça aussi un des 2 fléaux de la cité athénienne. L'hubris, je citais tout à l'heure, et le deuxième, c'est la pléonexie. Posséder ce que l'autre possède. Donc ce qui crée jalousie, inégalité, tout ce que j'en suis. Ce que j'appelle les pléonexes hypermodernes. Les envieux à l'extrême. Je veux ce que l'autre a. Le smartphone comme objet doudou. Levez la main ceux qui ne mettent pas leur smartphone à côté de leur table de nuit. Madonna le met sous son oreiller. Ouais, je vous crois pas. Sous l'oreiller alors. Je dépense donc je suis, signé des cartes de crédit. Et voilà, on peut résumer les choses comme ça. Alors le problème des pathologies de l'objet, c'est qu'on finit par, écoutez bien, on finit par réifier, par chosifier l'autre, en vue de la satisfaction de nos propres désirs, de nos propres envies, plutôt de notre jouissance. Les pathologies du moi, l'ego trip, ce que je disais tout à l'heure, le self-love, storytelling, le narcissisme social que j'ai présenté, la problématique de la visibilité. Attendez, je reviens. La clinique du regard, le besoin d'être vu, d'être confirmé dans le regard de l'autre. Et le dysmorphophobisme, alors ça j'ai marqué Barbie, ça aurait pu être Ken, même problématique. C'est-à-dire avoir une image toujours déformée de soi que l'on cherche peut-être à recomposer sans fin de manière beaucoup plus radieuse dans le monde de la virtualité. Donc ça crée aussi des clivages et des complexes inédits. Pourquoi ? Parce que dans un monde où la puissance écranique, où l'image compte tellement, on n'arrive jamais à atteindre l'idéal des papiers glacés. Très compliqué. Pathologie de l'angoisse. Si vous repensez le rapport au temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une société de Lee Ket-Nunk, vous repensez le rapport à l'angoisse, qui n'est plus une angoisse de mort, mais ce que j'ai appelé une angoisse à la Sisyphe. Je nais, je meurs, comme dans les jeux vidéo. Donc c'est plus une angoisse de projet qui donne un sens à l'existence. On s'en fout du sens. Ce qu'on veut, c'est jouir dans l'instant et recommencer. Donc c'est une angoisse à la Sisyphe qui empêche au sujet presque ontologiquement d'accéder à une certaine densité de lui-même. Alors ça crée ce qu'on peut appeler un nervosisme hypermoderne. Or j'ai parlé de la maman hyper stressée, ça pourrait être le papa hyper stressé, mais enfin je connais plus de mamans hyper stressées. Je ne vais pas revenir sur le cas, je suis sûre qu'il y en a des tonnes ici dans la salle qui savent très bien de quoi je parle. Les pathologies du vide. Alors ça c'est très... J'ai des chiffres, je ne les connais pas par cœur. Je ne vous les citerai pas par cœur, je ne les connais pas, je vais dire des bêtises. Mais quand j'ai fait cette recherche, je veux et j'insiste. Au secours, docteur! La technologie fuit. Bon, bref, je veux et j'insiste. Non, mais vous pouvez revenir, il me manque encore des trucs, je ne me rappelle plus par cœur. Je veux faire de la solitude une pathologie contemporaine. Parce que, finalement, ce rapport que l'on peut avoir avec ces outils, ces objets écrans, avec la virtualité, ce n'est pas une grande découverte que de dire que ça nous isole. Il est très compliqué de recréer du lien, de générer du lien. Mais pas seulement la virtualité, le monde dans lequel on vit. Un monde où finalement c'est une course à la réussite, c'est une course au bonheur, c'est une course à l'hyper-réalisation de soi, où l'échec, on a beau vous dire... L'autre jour, je suis intervenue dans une fédération de femmes chefs d'entreprise. Hyper sympa. Donc c'était au MEDEF à Paris, sur l'échec. Et je leur ai dit, Charles Pépin, tout le monde connaît peut-être ici, qui est un bon ami à moi, qui a écrit Les Vertus de l'échec, mais moi je leur ai dit, je refuse catégoriquement de vous faire les vertus de l'échec. Parce qu'on est dans une société finalement où il n'est pas possible de souffrir, où il n'est pas possible d'avoir mal, où il n'est pas possible d'être laid, où il n'est pas possible parce que dès qu'on n'est pas bien, il faut qu'on passe déjà à l'étape supérieure. On doit déjà guérir avant d'être malade. Et je vous rappelle qu'on fait de la mort bientôt une maladie curable.
Même mourir, on n'a plus le droit, tranquille. Bon bref, j'exagère, mais l'idée est quand même là. Ce qui fait que dans ce contexte-là, dans cette course à la performance, dans cette course tout court, où il s'agit de réussir du matin jusqu'au soir, eh bien, il est très difficile d'être tout court. Et d'être imparfait, parce que c'est dans notre nature humaine. Et on a des angoisses, et on n'est pas bien, et on a des odeurs, et on a des choses qui dépassent, et on n'est pas parfait, et on fait des erreurs, et c'est pas bien. Ben, quand on est en plein dans un échec, eh ben, on n'est pas heureux. Et alors, il faut s'autoriser de ne pas être heureux. Et alors, les angoisses, elles nous constituent. On ne peut pas prendre un cachet pour guérir des angoisses humaines, non. On ne peut pas prendre un cachet pour guérir des angoisses humaines. C'est ça qui donne le sens à l'existence. Il y a une phrase de Kierkegaard, « L'homme est une tension angoissée vers la transcendance. Je nais, je meurs, parce que je sais que je suis mourant dès le départ. Un être pour la mort, à peine suis-je né que je suis déjà condamné, je le sais. C'est ça l'angoisse existentielle, c'est ça qui va donner de la valeur à toute chose. On ne va pas guérir de l'angoisse existentielle. Non, pas de pilule pour ça. Quand on se plante, qu'on a fait une connerie, un mauvais choix, qu'on est en plein dans un échec, qu'on est mal, qu'on ne dort pas la nuit, ben ça fait partie de la vie. Ben c'est pas agréable. C'est ça qui nous fait grandir. Vous le savez. À ne pas vivre comme ça, parce que quand on est au fond du trou, c'est comme ça qu'on rencontre les gens. Quand on ose avoir le courage de dire « je ne suis pas toute puissante et que j'ai besoin d'aide », ça fait rencontrer des gens, ça. L'humilité de la non-toute-puissance. Mais quand on est dans un apparat de toute puissance, de self-control, de domination, eh ben on est seul de court. Ben ça, c'est le mouvement contemporain. On est seul de court. Ce que je disais des chiffres, c'est que vous seriez étonnés de voir le nombre de jeunes et de vieux. Ils n'ont pas fait entre deux, hein, mais ça ne va pas être mieux. De jeunes, 15 ans, 22, 23 ans, qui souffrent d'isolement social, qui trouvent une sociabilité dans les réseaux sociaux, une raison d'être. Ça donne lieu à ce qu'on peut appeler par la suite, en exagérant le champ, mais ce qu'on trouve au Japon, il y en a aussi en France, des ikikomori, c'est-à-dire le retrait social. Des jeunes gens qui, à 20 ans, retournent chez leurs parents, ou plutôt dans leur chambre, chez leurs parents, sont incapables de sortir, passent leur journée sur des sites internet, mais ils n'explorent pas la virtualité. Ils restent que sur certains sites. Il est très difficile de pouvoir retourner dans la vie active. C'est une pathologie particulière. C'est quelque chose qu'on retrouve, on pourrait dire une pathologie sociale, au sens littéral. Ikikomori. Clinique de l'errance, je ne vais pas rentrer dans le champ, mais dans une représentation du temps et de l'espace, l'errance est aussi un des enjeux fondamentaux. Ne plus savoir où on habite, être perdu. Alors je termine les pathologies du lien, juste 2 exemples. Freud au pays de YouPorn, dans une société de l'image. Vous saviez le nombre de parents qui sont venus me voir au cabinet avec des gamines, ça m'avait beaucoup marqué, de 10 ans, samedi après-midi, bon niveau social, rien de spécial, pas de problématique. Samedi après-midi, entre copines, on les a chopées en train de regarder YouPorn. Qu'est-ce qu'on fait? Des jeunes filles, des gamines de 10 ans, qui n'ont jamais vu un corps nu, qui n'ont aucune conscience de leur propre désir, d'une forme de sexualité, qui accèdent à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on gère ça après? Qu'est-ce que c'est que la question de la pornographie? Avant même, moi je dis toujours, est-ce que cette prolifération, cette saturation d'images, n'est-elle pas un viol de l'imaginaire? Parce que finalement, on n'a même plus besoin de faire l'effort. Je parlais d'onanisme tout à l'heure. L'onanisme, ça fonctionne sur le fantasme. Le fantasme, c'est fondamental dans la sexualité humaine. Et la sexualité humaine est fondamentale dans la société humaine. Merci Foucault. Mais quand vous avez même plus besoin de faire l'effort du fantasme, qu'on le fait à votre place, qu'est-ce qui vous reste encore comme sujet? Ça désubjectivise tout ça. C'est la question du désir à nouveau, hein, que l'on castre, au profit de la jouissance. Et le ghosting, alors ça c'est cool, hein, le ghosting. C'est la version hyper moderne, voire cyber moderne de « Chérie, je vais chercher des cigarettes ». Je vais vous la faire vite fait. Donc c'est assez génial. Vous avez un couple, voilà, ils sont ensemble depuis 1 an, etc. Et puis un matin, monsieur s'en va, donc je prends les gros clichés, hein, ça peut être madame, mais on va pas les gros clichés. Monsieur s'en va, il embrasse sa nana, je t'aime ma chérie, à ce soir, nanana. Et puis le soir arrive, et puis il est pas là. Alors elle appelle portable 10 fois, mail 10 fois, SMS, rien. Elle appelle au boulot, personne répond, elle appelle les potes, toujours rien.
Les hôpitaux, rien. Puis rien. Puis plus jamais rien. Voilà, vous avez été ghosté. Ghost, fantôme. En fait, il n'y aura jamais plus de réponse. Et ça crée chez les personnes qui subissent ce genre de choses un sentiment très violent. C'est pas un sentiment de rupture. La rupture, vous êtes toujours sujet, vous êtes reconnu dans le regard de l'autre. C'est quasiment un sentiment de néantisation. Vous ne valez même pas le prix d'une explication. Et alors là, je vous laisse imaginer la culpabilité que ça engendre. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû dire quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça met du temps pour se reconstruire après. Alors ça existe dans le monde affectif, et beaucoup plus que ce que vous ne croyez. D'ailleurs, je vous mets au défi de regarder le nombre de personnes que vous n'avez en lien que par le biais de la virtualité. En clair, il suffit que vous les bloquiez pour que vous n'ayez plus jamais de contact avec elles. Hein. C'est assez facile, hein. Il y en a pas mal dans notre carnet d'adresses. Mais ça arrive aussi dans le milieu professionnel. Vous êtes à un niveau de recrutement, vous avez passé 3 niveaux, vous attendez la suite, tout s'est bien passé. Et puis plus jamais rien. Quand vous appelez, on ne vous répond pas. Vous envoyez des mails, pas de réponse. Ben voilà, vous avez été ghosté. Et ça arrive souvent. Alors, pour terminer, si mes souvenirs sont bons... Ah oui. J'ai créé 2 choses. Déjà, j'ai fait une analogie entre l'humanisme classique tel qu'on peut le voir au XVIe siècle, qui donne naissance au sujet, où évidemment la question c'était à nouveau qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Rappelez-vous dans L'avis au lecteur, dans les essais de Montaigne, juste le petit texte en préambule de Montaigne, il dit « Je suis la matière même de mon livre ». Ce que je cherche, c'est à comprendre comment fonctionne l'humaine condition à travers mon exemple propre. Ce que je cherche, c'est à me dépeindre. Je suis la matière même de mon livre. C'est l'avènement de la subjectivité qui va commencer avec l'humanisme. On a autour de l'humanisme un questionnement autour des grandes valeurs. Quelles sont les grandes valeurs de cette société? Et puis on a un rapport à la nature. Rappelez-vous ce que dira un peu plus tard Descartes, l'homme veut se rendre comme maître et possesseur de la nature, avec un développement technoscientifique. C'est le moment où effectivement on va poser la raison comme fondement, développer les sciences et les techniques, et puis pour se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et bien il me semble que de manière très analogique, nous vivons la même chose, le rapport à la nature, un grand questionnement autour des valeurs et un grand questionnement identitaire. C'est pourquoi je parle d'un humanisme 2.0 ou encore d'un humanisme numérique, avec l'avènement d'une nouvelle forme de sujet, un sujet augmenté ou encore un sujet virtuel. Et pour moi, je pense que ça va donner lieu, le développement dans lequel on est aujourd'hui, à peut-être une nouvelle forme de transcendance. Alors c'est très prétentieux de parler comme ça. On a connu 3 formes de transcendance dans l'histoire. Chez les Grecs, c'était la nature. Pendant la chrétienté, c'était Dieu. Et pendant les Lumières, c'était la raison universelle. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'immanence, c'est-à-dire qu'on part de l'homme et on y reste. Mais je pense qu'on va vers une forme de transcendance. Mais c'est un point de vue, hein, c'est très, très personnel. Je pense que de ce que j'ai appelé l'égo-narcissisme, vous voyez, ce moi qui se bouffe le nombril, qui tourne autour de lui-même, ben, ça peut pas tenir. Descartes, quand il parle du « je pense donc je suis », Husserl lui a reproché lors de la 5e méditation cartésienne, je cite, « Ce solipsisme ne tient pas, car quand on ne pense jamais rien, on pense toujours à quelque chose, et quelque chose c'est de l'autre. L'autre est toujours une nécessité dans le rapport à moi-même et dans le rapport au monde. » Et en clair, je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte hyper individualiste, dans ce contexte égotique à l'extrême, où l'illusion d'une toute-puissance, et je dis bien l'illusion, je pense que ce qui va finalement être capable de nous faire nous élever, c'est un nouveau rapport à l'autre, ce que j'ai appelé l'altérisme, et qui passera par la virtualité, une forme de virtualité dont il ne faut pas oublier que c'est une virtualité créatrice. On n'a jamais eu autant de chance et d'occasions de se rencontrer. Pourquoi ne pas transformer les connexions en rencontres? Pourquoi ne pas traverser les écrans? Pourquoi ne pas faire usage de la virtualité qui à ce jour est encore qu'un outil, comme l'occasion de pouvoir transformer le lien au lieu d'avoir le sentiment d'une déshumanisation, pour réhumaniser par le biais de cet humanisme numérique et créer ce que j'ai appelé l'altérisme, c'est-à-dire la nécessité, qu'on le veuille ou non, impérieuse, du rapport à l'autre comme premier avant le rapport à soi. Je vous remercie.